une production du Studio SF. Monsieur François Legault, je dois accueillir mes enseignants la semaine prochaine. Qu'est-ce que je dois leur dire? Est-ce que je dois leur dire que les cours vont débuter ou est-ce que je dois leur dire que vous êtes intraitables sur la pénalité de 30 millions? Depuis quelques années, donc le gouvernement du Québec a mis en place la nouvelle charte de la langue française et Collège La Salle est sous le joug aujourd'hui d'une pénalité de 30 millions de dollars qui est une menace existentielle pour l'institution. Même quand tu vis beaucoup de succès, tu te juges quand même au final par ta réussite à travers tes enfants. Tu peux avoir une business qui vaut des milliards. Si t'es pas capable de t'assurer que ton enfant est sur les rails dans son projet pédagogique, ça te hante pendant des mois et des années. Quand les entrepreneurs traversent des tempêtes parfaites, évidemment que nos familles le vivent et nos enfants aussi. Mon fils m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Tu donnes donc raison, papa, à la ministre Derry. Il y a 4000 étudiants avec leurs familles respectives. Il y a les 700 emplois au Québec, mais il y a tous les emplois dans les 10 autres pays où on opère. Il y a les partenaires financiers qui nous appellent chaque jour. Imagine les banques. Là, aujourd'hui, on a 30 millions d'impact sur le bilan. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne au gouvernement qui m'a rassuré, qu'il comprenait c'est quoi un bilan et un état des résultats. C'est pas des blagues. Bonjour Claude! Salut Judith! Bonjour tout le monde qui nous écoute à la maison, sur la route, au gym. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore en ce beau début de semaine. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire quelque chose d'un peu différent. Comme tu sais peut-être, Claude, à chaque début d'épisode, ça me fait plaisir de parler de EasySign, qui est notre commanditaire. Là, j'ai le goût de faire un test avec vous, les auditeurs. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, je ne vais même pas vous parler de qui est EasySign, mais sur la page YouTube du Un café avec Judith Fédère, sous l'épisode de Claude Marchand que vous êtes en train d'écouter, allez commenter qu'est-ce que EasySign fait. Puis Caroline n'est pas au courant. Caroline, c'est la présidente. Caroline n'est pas au courant. Surprise! Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous avoir 1 an de signature électronique pour vous ou votre entreprise. Je vais faire un concours. Donc, allez sur la page YouTube, commentez qui est EasySign et parmi tous les répondants, on va faire tirer 1 an de signature. C'est pas un beau cadeau. Génial. Je suis folle raide aujourd'hui. Claude! T'as donné un bon indice aussi quand même, Judith. T'es gentille en ce début de semaine. J'ai-tu donné un indice? EasySign. Ouais, mais c'est ça. Mais après ça, bon. Claude, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui au studio. On se connaît un peu dans la vie. Et là, tu es arrivé avec, pour ceux qui regardent la version, il est arrivé avec mon plan d'entrevue. Moi, j'adore ça, des invités préparés comme toi. Fait qu'on va suivre ça. Puis ça a l'air bien inspirant. Judith, tu nous as tellement surpris quand tu as lancé ce projet-là. Puis il y a quelques semaines, quand tu m'as gracieusement invité de venir te rejoindre là, sur ton plateau d'enregistrement, je dis oui. On va s'assurer que ce soit fort pertinent pour tes auditeurs. Oui, parce que moi, ça m'a fait peur quand même de me lancer dans le vide dans ce projet-là. Et je me souviens que tu as été un de mes fiers supporters. Puis la première fois qu'on s'est vu après le lancement, tu es venu me parler, puis tu étais comme « C'est hot, j'écoute, continue, bravo ». Puis ça, quand on se lance... Les gens qui prennent le temps de le faire, de le dire, tu le sais comme moi, après ça, on est éternellement reconnaissant. Donc là, pensez aux gens là, qui se lancent, puis envoyez des « je t'aime », puis des « je suis fière de toi » à votre monde. J'ai déjà dit ça à nos banquiers, d'ailleurs. C'est vraiment dans les moments les plus difficiles que vous devez être les plus présents auprès des entrepreneurs, parce qu'après ça, ça compte pour la vie. Ouais. Bon, mais on va plus se fier sur nos amis que sur les banquiers. 100%. Claude, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Judith, je m'appelle Claude Marchand. Je suis président et chef de la direction de LC Éducation. Je suis entrepreneur, mais pour moi, l'éducation, c'est pas seulement un secteur, c'est un moteur de transformation sociale. Depuis plus d'une décennie, je dirige le déploiement mondial du Collège La Salle qui est aujourd'hui présent sur les 5 continents. Naviguer dans l'incertitude, composer avec la complexité, prendre des décisions difficiles, tout en restant aligné à ses valeurs, c'est un défi constant. Mon objectif, c'est de développer une communauté d'apprentissage où chacun peut s'élever en préparant nos étudiants à la vraie vie.
Puis ma grande mission, c'est de libérer le potentiel humain à travers l'éducation avec une conviction profonde que l'ouverture est la clé. Wow! J'adore. Et là, pour ceux qui se demandent, voyons, c'est sûr qu'il a appris son texte. En fait, on testait quelque chose aujourd'hui parce qu'on a regardé une vidéo, puis on mettra le lien dans les commentaires sur YouTube aussi. Mais comment bien se préparer pour un podcast? Puis je t'ai envoyé ça ce matin, puis t'as sauté sur l'occasion. J'ai vraiment adoré le principe, ouais. Pour plugger, de quoi on va parler, qui tu es. Puis moi, ce qui me fait vraiment vibrer d'entrée de jeu, tu sais, quand on se parlait un peu off-cam, puis tu me disais, tu sais, moi, Jou, je contribue à chaque année à former 20 000 jeunes. C'est ça ma plus grande passion. Ben, tabarouette. Oui, je suis tombé dedans un peu quand j'étais petit, un peu comme Obélix finalement. Hein. Mon père a été directeur général du Collège La Salle pendant 45 ans. 45 ans. Pendant 45 ans, dans son cas. Puis, depuis ma jeune enfance, là, je pense que c'est mon emploi de rêve. Là. Quand, au secondaire, les gens demandent « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Moi, d'être directeur général du Collège La Salle, c'était vraiment mon objectif. Ce qui est devenu une réalité, pas d'être directeur général, mais j'ai joint l'organisation en 2008. J'en ai pris la présidence en 2014, lorsque j'ai eu 30 ans quand même, qui était très jeune, très, très jeune, absolument. Et oui, c'est toujours une grande passion, comme tous ceux qui me côtoient le réalisent. Oui. Puis, fait que les grands sujets qu'on va couvrir, là, justement, c'est une histoire de reprenariat. Donc, comment on navigue, comment vous l'avez navigué à l'interne, comment toi, tu l'as vécu en tant que repreneur, les impacts que ça a eu sur la famille et tout. T'es hyper connecté avec la nouvelle génération qui commence à se faire former. Donc, génération Alpha, qui est la génération derrière la Gen Z, c'est ça? Exact. Puis eux, ils ont le droit au mot complet, génération Alpha. Tabarouette, OK, bon. Puis, fait que toi, tu es aux premières loges là, pour voir comment elle réagit, comment on leur parle à cette génération-là. Fait que je pense que ça, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Ben pas, je pense. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai un balado qui parle beaucoup de business, mais qui parle aussi de l'humain derrière et de ces grandes périodes de transition dans notre vie. Tu en as vécu quand même 2 importantes, familiales, personnelles, dans ta posture d'entrepreneur aussi. On va geeker out sur le mot posture, mon mot préféré de la semaine. Et, tu sais, on va parler aussi du rôle de l'éducation, justement, dans ces périodes de transition. Ouais. Tu vas nous partager quelques tips and tricks. Tu t'es tellement bien préparé pour apporter de la valeur concrète à notre histoire. Et finalement, parce que ça, c'est vrai, tu me l'as fait réaliser, mais on va parler d'une entreprise comme Collège La Salle qui développe réellement l'international. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, ben en fait, moi, j'ai beaucoup de gens entrepreneurs et j'en ai très peu, c'est vrai, qui opèrent à l'international. Vous opérez dans combien de pays? Dans 10 pays aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vendent, qui exportent et même qui importent, qui ont des relations. Ouais. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on parle beaucoup du développement de marché, la nécessité du Québec et du Canada de se développer à l'étranger. Et ça, ben, on le fait depuis 1989 avec nos premiers campus au Maroc. Très hot. Donc, on se lance. On se lance? Par où tu veux commencer ça? Dis-moi par où tu veux le prendre. Mais là, attends un peu. Là. Je vais sortir mes notes. Où est-ce qu'on est? Version coude sur les médias sociaux. Parfait, d'accord. Je sais pas si tu veux commencer. Parle-nous un peu, justement, du Collège La Salle. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je connais beaucoup la présence. J'y suis jamais... J'ai jamais mis les pieds. On forme qui? Qu'est-ce qu'on apprend au Collège La Salle? Bien, Collège La Salle, d'abord, a démarré en 1959 à Ville-la-Salle, d'où il tient son nom. Okay. Ça a été fondé par un entrepreneur, M. Jean-Paul Morin, et non par une congrégation religieuse ou par l'État. Donc, c'est vraiment une école par un entrepreneur pour les entrepreneurs, si on veut. Ça s'est développé. Déjà, au début des années 80, le collège accueillait 2000 jeunes. Et c'est à ce moment-là où mon père a été engagé par le fondateur. Okay. Déjà, à l'époque, le collège était tant ouvert à la communauté francophone que la communauté anglophone. Donc, les programmes étaient offerts en anglais et en français. Et toujours dans des programmes, dans des secteurs très niches. Donc, on pense à l'hôtellerie et le tourisme.
On s'est développé à travers les années comme la première école de mode au pays. Oui. Évidemment, on forme des éducatrices à l'enfance. On a plus de jeunes en informatique et en intelligence artificielle que Dawson peut en avoir. Donc, c'est 7 écoles au sein de Collège La Salle Montréal. Et comme on l'a mentionné, dès 1989, le collège s'est tourné vers une internationalisation en ouvrant pas un, mais 2 campus à Casablanca et à Rabat. Je ne sais pas si tu as eu la chance... J'ai pas vu les campus. Tu n'as pas vu les campus? Mais j'ai passé 3 semaines magnifiques au Maroc. Et je dois avouer que quand tu es arrivé avec ton T-shirt du Maroc tantôt, je me suis dit, OK, mais comment on gère ça, une business au Québec marocaine? C'est quand même très... c'est probablement un des pays où j'ai vécu le plus grand choc culturel quand j'y suis allée. Et j'ai adoré. Ça a été probablement le plus beau voyage de toute ma vie. Mais c'est très dépaysant. C'est très chaud aussi. C'est très chaud au moment où tu y es allé. En plus, c'est très chaud, c'est très dépaysant. C'est loin d'être désagréable, bien au contraire. Hein? Il y a un sens de l'hospitalité là-bas. Ah, oui. Il y a une gastronomie qui est absolument incroyable. Ils ont la meilleure équipe de foot au monde, je pense, avec les Lions de l'Atlas, dont nous sommes commanditaires là, depuis quelques années. Je pense que c'est ce qui fait probablement la différence là, au niveau des entrepreneurs, d'être à l'aise dans une zone de flou. Hein? Quand tu développes des affaires, que ce soit au Maroc, que ce soit en Colombie, où nous sommes également présents, ou au Mexique, je dis souvent aux talents que je recrute à Montréal, on n'est pas sur du Paris, New York, Montréal. On n'est pas dans ce triangle-là. Là. Les relations avec les banques sont différentes, les relations, les lois du travail aussi, les normes du travail sont complètement différentes. La manière dont on fait du marketing, évidemment, avec les audiences, sont passablement différentes. Mais c'est tellement fascinant. Je veux dire, c'est tellement riche. J'ai commencé ça en 2008. Puis même tous les humains que j'ai emmenés dans cette aventure-là, les Québécois, Québécoises, jeunes qui se sont joints à nous sur nos équipes pédagogiques, sur nos équipes marketing, sur nos équipes de finances, qu'on a emmenés en voyage avec nous, ont vraiment attrapé la piqûre. Ben oui, clairement. Je veux revenir à quelque chose que tu as dit, qui est un de mes sujets de l'heure, qui est l'intelligence artificielle. Oui. Donc, chez Collège La Salle, vous formez des jeunes avec à l'intelligence artificielle. Comment on fait ça? Il y a 3 volets, je te dirais, au niveau... Mais il y a 4 volets au niveau de l'AI. Premièrement, on a un programme technique collégial en AI. Donc, vraiment, on forme des développeurs là, qui vont développer des programmes pour l'intelligence artificielle. Ça, c'est la première chose. Fait que si je me cherche un jeune whiz là, pour un des projets que j'ai en tête, 100%. Tu me contactes. OK, parfait. D'accord. Donc, on est au niveau collégial technique. Donc, on n'est pas de niveau universitaire à Montréal. Souvent, nos jeunes, après leur technique en informatique, vont poursuivre notamment à l'ETS parce qu'on a une belle reconnaissance d'acquis avec eux. Là, c'est un parcours. Ils peuvent continuer puis faire leur génie logiciel. Donc, on a des programmes en intelligence artificielle. Ça, c'est première chose. Mais ensuite, aujourd'hui, ces technologies-là se retrouvent dans tous les secteurs d'activité. Je te donne un exemple. Là, on est reconnu mondialement pour la mode. Ben, on a un programme, Clos 3D, qui est, dans le fond, AI-enabled. Et nos designers de la relève utilisent cette plateforme-là à tout plein d'égards là, pour développer leurs propres vêtements, développer leur collection. Donc, dans tous les secteurs d'activité, on amène, dans le fond, les solutions qui sont AI-enabled, je te dirais. OK. Ensuite, évidemment, il y a comment... Mais ça doit être quand même un gros différenciateur comparé à... puis moi, mon fils, c'est 10 ans, il est dans le système public, oui. évidemment. Et la semaine passée, j'ai acheté une clé USB. Aïe! Ils n'ont pas de chef de la sécurité informatique, clairement, dans l'école. Hein? Et je me disais... Wow! C'était contre toutes mes valeurs. Mais c'est ça, de faire avancer le gouvernement, le système d'éducation au gouvernement, c'est faire avancer une grosse machine. Tandis que pour vous, ça vous donne un avantage compétitif quand même parce que justement, vous n'avez pas besoin d'avoir les 14 comités, puis ci, puis ça. Fait que dans un monde où tout va vite, c'est quand même un avantage, non? Mais je pense que c'est l'avantage
que les enseignants nous donnent au Collège La Salle. Les enseignants au Collège La Salle sont payés exactement comme dans un cégep. Ils gagnent le même chèque de paye à la fin de la semaine. Mais je pense qu'il y a 2 grands avantages pour les enseignants d'être chez nous. Premièrement, les décisions se prennent vite. Et souvent, les décisions sont entre les mains des enseignants. Donc, l'enseignant identifie la technologie qui est appropriée dans son cours et est en mesure là, de rapidement, il n'y a pas effectivement 32 paliers d'approbation pour y arriver. Et deuxièmement, la taille des groupes moyennes est beaucoup plus petite. Donc, on parle d'un groupe de 20 élèves, peut-être. Là, oui, il y a des classes qui sont un peu plus grandes. Je ne veux pas faire de promesses en ondes, mais de manière générale, la taille des groupes est un peu plus petite, ce qui fait que l'étudiant a plus d'heures contact avec son enseignant. OK, j'adore. Revenons à ton père 2 secondes. Donc, lui, il prend la direction du collège il y a quelques années. Lui, il a un profil quoi? Entrepreneur? Il y a quelques années, 45. Oui, c'est ça. Ouais. Il avait quelques années à l'époque. Oui, c'est ça. Oui. C'était un profil plus entrepreneurial, plus académique à l'époque? Entrepreneurial. Oui. Puis dans le jargon YPO, Hired Gun. OK, parfait. Il est vraiment arrivé, il travaillait à HEC Montréal pour HEC Formation dirigeant. Et là, juste pour les gens qui ne font pas partie de YPO, donc 99% de l'auditoire, Hired Gun, c'est quelqu'un qui est engagé pour devenir président. Donc, exactement. Habituellement, c'est les gens actionnaires qui vont prendre la décision, le conseil d'administration qui vont prendre la décision d'engager un président au lieu que ce soit l'entrepreneur, le fondateur ou peu importe. Et beaucoup de compagnies, c'est exact. Donc, mon père, tout simplement, là, était directeur chez HEC, cadre et dirigeant. Okay. Le fondateur du Collège La Salle se cherchait quelqu'un pour prendre la relève éventuellement. Le fondateur du Collège La Salle, assez intéressant d'ailleurs, on voit ça là, sur LinkedIn et tout, c'était un entrepreneur tardif. J'ai pas l'âge exact, mais je crois qu'il a démarré Collège La Salle alors qu'il était dans sa 50aine déjà. Ah oui. Tu sais, c'était un entrepreneur tardif. Donc, assez rapidement, tu vois, fondé en 1959, et dans les débuts des années 80, il cherchait sa relève. Donc, il n'a pas eu 40 ans, lui, à la tête. Il a eu vraiment une vingtaine d'années à la tête de son institution. Okay. Donc, il a engagé mon père. Finalement, ça a assez bien fonctionné. C'est devenu le rêve d'une vie pour mon papa aussi, là, qui a travaillé là-dedans 24/7 pendant autant d'années. Wow. Puis, il a eu la chance, finalement, comme le propriétaire cherchait à prendre sa retraite, il y avait aucun acheteur aux portes. Il y a eu une première épisode de repreneuriat. Donc, mon père a eu la chance de devenir associé. OK. Fait que j'imagine que dans la maison familiale où tu grandis, l'éducation prend beaucoup d'importance. En premier, l'éducation prend beaucoup d'importance parce que quand j'allais au secondaire, le directeur général du Collège Beaubois savait que mon père était le président de l'Association des collèges privés du Québec. Donc, quand je faisais quelque chose qui était un peu hors norme, ça revenait vite à la maison. Pas besoin d'attendre de communication officielle. Puis évidemment, quand il est venu le temps de choisir le cégep et tout, on a continué. Mais oui, c'était très, très, très présent. Très valorisé, bien évidemment. OK. Parce que justement, tu sais, juste la façon dont tu t'exprimes, on le voit qu'il y a cette éloquence-là quand même qui justement, tu as dû développer dans les années, mais qui devait être quand même très présente chez toi. Là, l'amour des lettres, mots, etc. Bien, premièrement, comme mon père a démarré les écoles au Maroc dès 89, il m'a emmené au Maroc en très bas âge. J'avais à peine 5 ans quand je suis allé avec lui. À l'époque, il n'y avait même pas de vol direct. Il fallait arrêter à New York pour se rendre. Et là, j'ai réalisé que pour te faire comprendre dans toute la francophonie, notamment en France et au Maroc, la diction était quand même importante. Oui, un français très international. Rajoute à ça les cours de théâtre, rajoute à ça l'ensemble. Là, mais oui, pour se faire comprendre un peu partout, il fallait s'adapter un petit peu. Mais tu vois, c'est drôle parce que tu dis ça. Et durant que je suis au Québec, je parle mon français régulier, mais comme par exemple, quand j'étais au Maroc, c'était mon français international parce que dans ma jeunesse, j'ai travaillé au Club Med et à Colombus-Serre et dans la première semaine, c'était que des Français qui étaient là et dans la première semaine, tout le monde me disait « Quoi? » C'est ça. Pardon? Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai pris mon français international. Donc, si je veux percer en France, je vais utiliser mon français international à partir de maintenant. Écoute, il y a une grande artiste qui nous a bien ouvert la voie, n'est-ce pas, Judith? Puis, tu as raison, puis c'est vrai dans la francophonie, mais dans mon expérience entrepreneuriale, il y a quelques années, on avait mis le cap sur le développement en Australie. OK.
Puis j'avais eu la chance d'être reçu par Norman, qui était à ce moment-là président de Aldo International. Ah, oui. Puis je pense que je vais pas dévoiler un grand secret, là, mais pendant le lunch, Norman, il dit « Claude, t'es sûr, l'Australie? Nous, Aldo, on s'y est implanté, on est ressorti. Je crois que Aldo est de retour en Australie depuis. Oui. » Mais il m'avait dit « Claude, c'est pas parce qu'il parle aussi anglais qu'on parle la même langue, qu'on arrive à se comprendre. Et parfois, c'est plus facile, par exemple, d'aller développer les affaires dans des pays avec une langue tierce, où ton appréhension est vraiment que tu ne vas pas te comprendre et tu investis des efforts supplémentaires pour arriver à tisser les liens. Ah. Alors que, pour moi, le développement en Australie a vraiment été une aventure culturelle tout aussi forte. On va passer vite, là, mais je pense que mon acquisition la plus difficile, d'ailleurs, était dans la ville de Québec. Je salue mon ami Hugues Folds puis la gang chez Helicom, là. Pourtant, on est Québécois, on est ensemble, mais la culture Montréal-Québec, on a pris pour acquis trop rapidement qu'on vibrait au même diapason, sans prendre le temps de reconnaître un peu, oui, ce qui nous unit, mais aussi ce qui nous différencie. Puis je pense que quand on va trop vite sur de ne pas prendre le temps sur ce qui nous différencie, on manque des belles opportunités. C'est le petit... Oui, quand même. Non, mais flash. c'est vraiment un bon learning. Mais c'est un bel apprentissage. Donc, ton père pilote cette entreprise-là durant plusieurs années. Toi, tu embarques dans l'aventure du Collège La Salle à 5 ans. À 5 ans, premier lieu, exactement. Sûrement moins de responsabilités qu'aujourd'hui à cette époque. Mais officiellement, tu fais ton entrée parce que tu me disais... Mais tu sais, en premier lieu, oui, je m'implique à droite, à gauche. Là. Chaque fois que, en fait, je demande à mon père pendant plusieurs années de l'accompagner au bureau chaque samedi. Donc, je travaille à la coop, je tu fais lui différentes demandes tâches. ou il te l'impose? Non. Il m'a jamais imposé. Là. Si je me réveillais puis la voiture n'était plus... Si sa Jetta verte n'était plus dans l'entrée, c'était probablement quelque chose qui ressemblait à une crise. Là. Ah, pourquoi? Tous les samedis matins, c'était une passion pour moi de me rendre au bureau avec mon père. J'imagine d'abord pour passer du temps avec lui dans la voiture, écouter Céline Dion sur les cassettes avec les mots qui sonnent à tue-tête dans notre Jetta, puis d'aller passer, puis je dis ça, passer du temps avec lui, mais vraiment, lui partait à son bureau avec ses associés, puis il y avait leur discussion. Puis moi, je m'occupais, là, je faisais les job-ins qui étaient disponibles. Après, dans tous les défilés de mode, je m'occupais de backstage. T'avais quel âge à ce moment-là? Écoute, je dirais probablement à partir du moment où j'ai eu 10 ans, là. OK. Et je pouvais juste comme être autonome, là, au bureau. Oui. Ouais. On s'est photocopié beaucoup de mains dans le photocopieur pour rester politically correct sur tes ondes. Mais quand je dis que c'était un job de rêve, là, vraiment, cet environnement-là. Donc, l'édifice au centre-ville de Montréal, on l'a construit en 90. Donc, j'étais assez jeune, là. J'avais à peine 6 ans lorsqu'on l'a construit, mais ça a vraiment été une deuxième maison, là. Okay. Puis j'adorais comme toutes les activités, les défilés de mode, il fallait absolument que je sois backstage. Tu sais, j'ai jamais voulu être on stage, mais dans la régie, backstage, ça m'a toujours passionné. Puis ce qui m'a permis de tisser des liens, justement, avec des humains qui sont encore aujourd'hui au collège, d'ailleurs, certains plus proches de la retraite, mais... Andrew McNally, qui est très bien connu aujourd'hui. Moi, j'ai connu Andrew, c'est notre doyen mode aujourd'hui. J'ai connu Andrew backstage à son défilé de finissant au Palais des Congrès. Ah oui. C'était lui qui était le premier régisseur. Puis aujourd'hui, il est à la tête de notre école de mode. OK. Donc là, je veux pas trahir, mais lui, il était finissant. Donc, il avait 21 ans. Puis moi, je sais pas, j'avais quel âge à l'époque. Mais ouais, des très beaux liens. C'est toute une histoire. C'est une vie, finalement. Ben oui, quand même. Puis... J'entends souvent des histoires entrepreneuriales de relève où les jeunes qui prennent... les jeunes, toi étant le jeune dans l'occurrence, là, qui finissent par prendre la relève s'impliquent assez rapidement dans l'histoire de l'entreprise. Tu sais, j'entends des 5, 6, 7, 10 ans. Moi, mon fils, à 10 ans, il est toujours pas rendu là. Toi, tes enfants, est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, générationnellement, s'est perdu ou on fait comment pour cultiver ça? Je sais pas. C'est quoi ton take sur... Moi, je pense que ça a fonctionné parce que mon père a pas essayé de le cultiver. Tu sais, il a... Sa philosophie de vie, c'est « let it be ». Un fan des Beatles, là, 74 ans aujourd'hui. Donc, il n'a jamais provoqué quoi que ce soit. Puis d'ailleurs, on est 3 gars à la maison, 3 fils.
Puis je suis le seul qui est vraiment tombé dedans quand j'étais petit. Donc, il m'a vraiment supporté là-dedans. Il m'a jamais empêché, mais il n'a jamais essayé de le provoquer. Moi, j'ai essayé de le faire un peu plus, je pense, dans la mesure où, depuis leur bas âge, à Florence et Arthur, c'est important pour moi qu'ils voyagent avec moi et qu'ils voient les opérations. Pas tant pour les gérer un jour, mais juste comprendre c'est quoi la vie de leur père. À un certain temps, j'étais dans les airs et sur la route 50% du temps. Ah oui. Et ça fait partie un peu de ma remise en question en 2014. Là. Arthur avait 4 ans à l'époque. Florence était juste née. Puis je me disais, est-ce que c'est ce que je veux pour mes enfants, que leur père soit effectivement sur la route pendant la moitié de la vie? Puis une des réponses que je me suis moi-même fournie, bien, premièrement, il faut être là quand ça compte. Fait à chaque moment, c'est important d'être là physiquement quand ça compte. C'est important d'être tout là quand on est là. Et évidemment, aujourd'hui, avec les technologies, c'est plus facile. Hein? Quand mon père m'appelait du Maroc quand on était jeune, je pense qu'il y avait une ligne téléphonique entre le Québec puis le Maroc. Là, ça coupait, il y avait le téléphone à roulette. Aujourd'hui, avec FaceTime, ma fille m'appelle chaque jour, puis on arrive à garder le contact. Mais je voulais plutôt qu'ils voient... Les enfants sont très intéressés par la dynamique de l'organisation, mais il n'y en a pas un qui m'a demandé de me suivre les samedis. Premièrement, générationnellement parlant, je ne vais plus au bureau les samedis. Je veux dire, tu sais comment ça, on est pleinement connectés. Par contre, l'autre jour, on était dans la voiture avec Arthur. Puis, à leur âge, il y a des discussions franchement surprenantes. Là. Parce que là, ils ont quel âge? 11 et 15. 11 et 15. 11 et 15. Puis, on a dû... malheureusement, mettre à pied presque la moitié du siège social en janvier dernier. OK. À cause de la tempête parfaite là, qui sévit dans tout le secteur d'activité des collèges et universités au pays, puis évidemment avec ce qui se passe au Québec. Puis à ce moment-là, c'était avec beaucoup de philosophie que mon fils, alors qu'on s'en allait dans le Nord, s'est mis à me poser des questions. Puis j'étais assez surpris de toute l'information qu'ils emmagasinent. Ils nous écoutent parler dans nos communications. Incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Puis ils nous challenge. Ils nous challenge également. Quand j'ai dû prendre la décision terriblement difficile de suspendre les cours au Collège La Salle en début de session, c'était un samedi matin et mon fils m'a regardé dans les yeux et il m'a dit tu donnes donc raison, papa, à la ministre Derry. Ils ont voulu vous pousser là et vous leur concéder la victoire. J'ai dit, Arthur, j'avais pas vu ça comme ça, mais je trouve ça tellement incroyable que tu me poses cette question-là. Donc lui, il y a différents niveaux de drame dans la vie. Là. Les drames en affaires, c'est un niveau de drame, mais ça se compare à rien au drame quand les familles vivent des trucs avec la santé puis avec les proches. Ça peut même pas se comparer. Fait que je pense pas que drame est le bon chiffre, mais quand les entrepreneurs traversent des tempêtes parfaites, évidemment que nos familles le vivent et nos enfants aussi. Hein, ils vivent l'énergie puis ils se font une tête sur ces situations-là. Puis qu'ils soient en mesure d'échanger avec moi cette situation-là, c'était vraiment touchant. Wow. Ouais. Pour mettre en contexte, puisque là, tu en parles un peu, on va en reparler plus tard, mais pour mettre en contexte, les gens, tu parles de la parfaite tempête. Veux-tu l'expliquer un petit peu? Ben oui, tu sais, donc en premier, on a touché le 2014, qui était plus l'année du basculement professionnel. Donc ça fait que puis là, on est sur la deuxième transition de vie, qui est davantage la tempête parfaite. Donc, Judith, tu as un peu mis la table là, au repreneuriat en 2020. Mon père est DG pendant 45 ans, emmène l'organisation de M. Morin à un tout autre niveau, a ouvert des écoles un peu partout dans le monde déjà. Il y a déjà un beau réseau, une belle fondation qui existe. Mais à ce moment-là, lui, il est vraiment prêt à passer le flambeau. Et donc, il s'assoit avec ses 3 fils, moi et mes 2 frères. Toi, juste... La parfaite tempête, ça commence en 2020? En 2020, tout à fait. OK. Ah oui, c'est ça. OK, parfait, oui. C'est en 2020 parce que, en 2019-2020, on parle de la transition familiale. Puis, en fait, au 1er mars 2020, moi et mes frères, avec le support de la CDPQ, on rachète l'organisation LCI à mon père, le 1er mars. Et 15 jours plus tard, c'est la fameuse date où notre monde a vraiment basculé. Là. Donc, pour les gens qui connaissent pas ce qui s'est passé en début de rentrée, peux-tu juste l'expliquer rapidement, puis on y reviendra plus tard?
Oui, ça a été assez grandement médiatisé là, depuis la mi-juillet, en fait, mais depuis quelques années. Donc, le gouvernement du Québec a mis en place la nouvelle charte de la langue française et Collège La Salle est sous le joug aujourd'hui d'une pénalité de 30 millions de dollars, qui est une menace existentielle pour l'institution, mais je pense que tu veux y revenir un peu plus tard. Ben oui, c'est ça. Ben parce que c'est, on s'entend 30 millions. Puis tu sais, ça fait quand même quelques temps là, que ça dure. Là, ça, c'est pas, vous avez été en appel. Puis c'est pour ça que tu as pris la décision de mettre le Collège La Salle en grève. Oui, de suspendre les cours. Mais oui, effectivement, on y reviendra plus tard. Oui. Donc là, tu vois ton père aller, t'apprends de lui, tu lances d'autres business on the side, tu t'éduques. Quand est-ce que tu l'as su que toi, ce que tu voulais faire, c'était vraiment t'impliquer corps et âme au Collège La Salle? Mon Dieu, dès le secondaire, là, Okay. Secondaire 2, secondaire 3, c'était bien clair. Cela dit, j'étais assez lucide qu'il fallait que je fasse mes classes avant de pouvoir prétendre d'abord à un rôle d'entrée au Collège La Salle et ensuite gravir les échelons, bien évidemment. Donc, c'est ce qui m'a permis de démarrer une première entreprise alors que j'étais au secondaire, une deuxième alors que j'étais au cégep, ce qui m'a amené à travailler tant pour Québécois dans un premier lieu que pour Transcontinental ensuite, près de Pierre Marcoux. Ça a été une expérience de feu, de pouvoir vraiment voir de l'intérieur ce qui est une très belle entreprise familiale, ancrée dans des valeurs qui sont restées avec moi encore aujourd'hui. Je m'y suis fait des bons amis également. Et c'est alors que j'étais encore chez Transcontinental que l'associé de mon père est décédé subitement. Et là, ça a vraiment créé cet instant où nous, on a dû se poser la question, est-ce qu'on vend ou on rachète? Mon père avait 50% à l'époque. Mon père, lui, était prêt à céder. Nous, les trois frères, on voulait rien savoir de laisser l'organisation aller. Donc, mon père a dit, si vous voulez qu'on continue l'aventure, vous allez devoir sauter avec moi et venir la gérer avec moi. Ah oui? OK. Et je suis allé voir Pierre, puis en 2 semaines, j'étais rendu au Collège La Salle. OK. Puis tu faisais quoi chez TC? J'étais à la direction de produits, lesaffaires.com. OK. Ah, wow, quand même, un beau produit. Super beau produit. OK. Puis tu dis que tu as appris des valeurs qui t'ont suivi. As-tu un exemple? Bien, je pense que le caractère d'une très belle entreprise familiale, avec ses bons côtés et ses moins bons côtés, là, mettant l'humain de l'avant. Je suis devenu fan de la famille Marcoux, réellement. C'est un moment aussi où Québécois World avait été mis en faillite par Pierre Carl, où M. Pellado devait lui-même vivre une transition que moi, comme fils d'entrepreneur, Jacques Marchand, puis que Pierre Marcoux, comme fils d'entrepreneur de Rémi Marcoux, c'est l'enfer, tu sais, oui. Comme repreneur, de devoir mettre en faillite l'entreprise que son papa a fondée. Donc, j'ai vécu ces moments-là avec la famille Marcoux, puis chez Transcontinental. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai retenu. OK. Valeur familiale. Et donc là, tu arrives au Collège La Salle et en 2014, c'est à ce moment-là que tu t'apprêtes à prendre la présidence. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là? Comment ça arrive? Il se passe tellement de choses en 2014. Là, premièrement, je viens d'avoir 30 ans. Okay. C'est pas la crise de la quarantaine, mais j'ai l'impression que j'ai vécu ma crise de quarantaine à 30 ans. Donc, tout s'est vraiment accéléré. Là. Je suis devenu président d'LC Éducation. Florence est née, donc notre deuxième enfant est né. J'ai traversé une transformation personnelle assez profonde aussi, puis une réconciliation avec moi-même. Tu sais, il y avait des événements tant professionnels, familiales, intimes. Puis je me suis retrouvé dans un endroit où je devais absolument me redéfinir. Tu sais, comme toute ma vie, j'avais voulu, dans le fond, vu que c'était un peu l'apogée, c'était une première apogée, Judith. Tu sais, je grandis, je suis mon père les samedis, je veux travailler au Collège La Salle, c'est mon job de rêve. Puis là, je m'émancipe pendant ma vingtaine, puis je travaille nuit et jour là-dessus. Là. Tu sais, quand je me suis joint en 2008 d'abord, il a fallu que j'apprenne c'est quoi le Collège La Salle, que je fasse le tour de nos écoles à l'international. Donc, je suis 24/7 là-dedans.
Je suis un grand skieur, 4 années sans mettre mes skis. Ah oui? C'est pleinement investi. Puis là, finalement, j'arrive en 2014, puis là, je suis président d'LCI Éducation, la boîte dont j'ai toujours rêvé, mais j'ai juste 30 ans. J'ai un deuxième enfant, entre guillemets, sur les bras, hein, c'est l'expression qui est concédée. Ma première business quand je suis au secondaire, ma deuxième business quand je suis au collégial. J'ai fait mon université à l'UQAM de soir parce que, donc c'est un parcours assez atypique, si tu veux. Ouais, c'est rock'n'roll. Ou franchement, avec un recul, tu sais, j'ai pas tant joué que ça dans ma jeunesse, là. J'étais vraiment dans mon esprit entrepreneurial. Donc, à 30 ans, un besoin de décider, en fait, ou de découvrir, de me réconcilier avec moi-même, qui je suis. Puis, souvent, les grandes périodes de transition, de quête identitaire, donc oui, tu reprends la présidence, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses, il doit y avoir des choses qui pètent aux alentours. Dans le sens qu'il doit arriver un événement choc où ce que là, c'est le début, puis là, c'est comme une implosion, puis après ça, là, c'est comme, OK, bon, ben d'abord, je suis qui? Absolument. Mais il y a des grandes questions. Quand tu deviens président, c'est vraiment toi qui as le privilège, si tu veux. Évidemment, tu fais tes off-site avec ton équipe, puis il y a les plans stratégiques et tout, mais il y a quand même un aspect de décision finale qui te revient sur les grandes orientations. Puis moi, à ce moment-là, on a parlé d'entrée de jeu de l'expansion en Australie. Mais une question qui est restée avec moi et qui m'a habité, c'est la maman des enfants, lors d'un souper, à un moment donné, m'a dit « Claude, tu as déjà 16 écoles dans le monde. On a notre deuxième enfant qui va voir le jour. Est-ce que ce que tu as besoin, c'est vraiment d'une autre école, littéralement à l'autre bout du monde? À l'époque, on n'avait même pas les vols directs entre Vancouver puis Melbourne. Donc, est-ce que tu as besoin d'une autre école à 24 heures de vol? Tu sais, qu'est-ce que tu cherches avec ça? C'est quoi ta quête? Ouais. Puis, j'ai quand même pris l'avion pour aller en Australie, pour aller développer les affaires là-bas. Non pas sans, en vol, à partir avec cette énigme-là à résoudre. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller développer ces affaires-là en Australie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et comment je vais raconter ça à mes enfants plus tard? Comment je vais assumer ce choix-là? Puis je dis, si tu n'assumes pas ce choix-là, Claude, tu ne dois pas la faire, l'acquisition en Australie. Cette réponse-là, elle est venue. Elle a été ancrée beaucoup dans comment j'ai vécu ma relation avec mon père également. Mon père a travaillé nuit et jour dans cette organisation-là. C'est vrai qu'il se faisait beaucoup taquiner. Quand il arrivait dans les fêtes de famille, ses frères, il y a 4 frères, tout le monde taquinait. « Ah, Jacques, on ne te voit pas souvent. Jacques, tu fais juste travailler. Jacques, tu as une petite bédaine, tu t'entraînes pas assez, tu fais juste travailler. » Tout le monde le taquinait beaucoup sur l'effort qu'il investissait. Il investissait tout, en fait. Puis il disait, puis évidemment, il était moins disponible physiquement auprès de nous. Donc, je faisais des courses en ski, il n'était pas là à toutes les courses. Il était loin d'être un parrain hélicoptère. On y reviendra. Hein? Il était très loin d'être un parrain hélicoptère de la génération alpha. Mais en réfléchissant à ça, ce qui est resté avec moi, c'est que premièrement, depuis que je suis entré dans ma vie d'adulte, on a une relation absolument extraordinaire. J'y en tiens pas du tout rigueur, bien au contraire. À le voir aller, à voir ce qu'il a fait, à constater l'impact. T'sais, en fait, je comprends tout à fait pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et ça me rend fier. Et j'ai aucune carence à l'intérieur de moi par rapport à ça. Tes blessures d'abandon, de rejet, ça va bien? J'ai aucune blessure d'abandon. Génial. Fait que moi, j'ai pris la décision que j'ai dit, c'est ma passion de vie de développer ça. Et si les enfants voient un papa épanoui, passionné par ce qu'il fait, je pense qu'ils ont une chance de me suivre là-dedans. Puis là, on est, mon Dieu, 11 ans plus tard, puis so far, so good, Judith. Par contre, ça a amené une toute autre réflexion au niveau personnel, là, si tu veux, qui a quand même, donc, je me suis séparé de la maman des enfants pour justement, pour des considérations personnelles. Et ça a quand même été toute une transition, évidemment, qui a été dure à vivre. Mais on est encore les meilleurs amis du monde. Je pense qu'on est des champions de la coparentalité à travers le monde. Puis tout le monde est bien là-dedans. OK.
Mais c'est ça, Florence est extrêmement jeune. Donc là, toi, à ce moment-là, justement, ça implique des gros changements de structure de vie, justement. Là, tu sais. Absolument. Fait que si on parle de transition, on parle de flou, que j'ai traversé avec, évidemment, beaucoup de questionnements. Mais les mots-clés que j'aime là-dedans, c'est avec une grande clarté intérieure quand même. Tu sais, je pense que c'est des mots qui portent, là. Je voyais l'espèce de lumière au bout du tunnel et je savais que je devais faire la paix avec qui j'étais devenu et qui je voulais devenir aussi, là, comment je voulais me projeter, comment je voulais vivre ma présidence chez LC Éducation. Donc, je voulais pas voyager moins, je voulais pas mettre le couvercle de la marmite sur cette passion-là, cette drive-là. Je voulais réussir mon rôle de parent quand même. Et cette grande transformation-là m'a vraiment fait réaliser, c'est super cliché, Judith, mais la force de l'authenticité. OK. Je suis quand même assez quelqu'un d'intense. Fait que quand j'ai eu terminé mes réflexions, là, quand je suis revenu de mon vol d'avion, mon aller-retour en Australie, quand mes réflexions ont abouti, en 72 heures, tout le monde était informé de la nouvelle direction que je prenais. Oh my God. Donc, ouais, en 72 heures, je dis, on va pas traîner ça pendant des années et des années ou laisser le suspense. Donc, partagez ça à la famille, partagez ça aux enfants, partagez ça aux collègues. Parce que, en fait, ce que j'en comprends, c'est que dans ta vingtaine, les choses avancent tellement vite, il y a tellement de nouveaux défis, il y a tellement de responsabilités, il y a tellement d'apprentissage, tu deviens père aussi, 2 enfants, 30 ans, c'est très jeune pour avoir le parcours, le CV de vie que tu as jusqu'à 30 ans. T'as pas vraiment le temps de te poser des questions durant ce temps-là. Là. T'es go, puis t'as pas de minute à toi, puis tu suis comme... J'imagine les grands paramètres, les grands dictats de voici comment on devrait vivre, puis tu plonges peut-être là-dedans sans te poser vraiment des questions. T'es quand même très efficient d'avoir géré ça, ces réflexions-là, en 2 vols. Mais ça ferait un peu plus de temps que 2 vols, mais ça a vraiment été le Il n'y avait pas de point Wi-Fi tournant. à l'époque dans l'avion. On avait vraiment le temps de mieux réfléchir. Hein? On était tellement bien sans Wi-Fi dans les avions. Mais moi, là, moi je des me grands moments de connecte réflexion. jamais. Non? Non, je me connecte jamais. C'est mon moment à moi où... Bonne. Ouais, mais j'adore. C'est le seul moment, je trouve, où on a le droit d'être déconnecté. 100%, bref. Ça, c'est un point intéressant, la déconnexion, tout à fait lié à l'éducation. Oui, absolument. D'ailleurs aussi. Ouais. Ouais. Donc là, c'est quoi les questions que tu t'es posées? C'est quoi les modèles? Tu sais, mettons, t'es-tu allé voir des gens pour en discuter? Tu sais, c'est quoi les grandes questions? En fait, je vais recommencer ma question. Est-ce que tu fais partie de YPO à ce moment-là? Ou... Pas encore. OK, parfait. Pas encore. OK. Et pour le bénéfice de notre auditoire, YPO, c'est une organisation de présidents d'entreprise et c'est là où on a eu la chance de se rencontrer et d'évoluer. Mais cette organisation-là, quand même, ce qu'elle apporte, je trouve, le plus, c'est cette capacité-là à, oui, ce sont tous des gens qui sont très alignés pour bâtir, grandir, croître, acquérir, embaucher, investir, etc. Mais chacune de nos discussions entre membres sont toujours orientées autour, en fait, comme... La trilogie, hein? Oui, c'est ça. Donc, équilibrer notre trilogie. Équilibrer notre trilogie, voilà. Donc, les affaires, le soi et la famille. Exactement. Exactement. Mais c'est pour ça que... Je bois ce Kool-Aid-là. Là. Je vais prendre l'expression bien québécoise. Puis d'ailleurs, je l'utilise quand mes amis viennent vers moi pour des conseils ou même... je pense que c'est une fondation. Qu'est-ce que tu leur dis à tes amis comme conseil? Non, mais je leur ramène l'importance d'équilibrer ces 3 piliers-là. Puis souvent dans la vie, il y en a toujours un des 3 qui va moins bien. Oui. Quand il y en a 2, 3 qui vont moins bien, là, il faut que tu y travailles fort. Puis si tu échappes les 3, tu as besoin d'aide externe et ça presse. Mais à ce moment-là, moi, c'était vraiment mon pilier personnel qui était plus délicat. L'entreprise allait bien en 2014. J'atteignais mes objectifs d'accéder à la présidence. La famille, ça allait bien avec les 2 enfants et tout ça. Mais... mon pilier du soi, ça faisait longtemps que je l'avais laissé derrière moi. Je sais même pas
si je l'avais déjà adressé avant d'arriver à 30 ans. Ouais. Super intéressant. Mais donc, mes amis diront que j'ai rattrapé le temps perdu depuis jeudi, t'inquiète pas. Je n'en doute pas, Claude. Tout ceci doit quand même avoir un impact justement sur ta posture de président à ce moment-là, non? T'es bonne, t'as réussi à placer posture 2 fois, j'ai pas encore réussi à en placer un. Vraiment, dans le leadership, là, la place de l'authenticité et de la transparence, c'est vraiment ce qui a été le plus important pour moi. Donc, peu importe les défis rencontrés dans n'importe quelle culture, des fois, ça a même choqué parce que là aussi, dans la gestion multiculturelle, la transparence n'est pas valorisée partout de la même manière. Donc, au Québec, on arrive à s'en tirer. C'est pas tout le monde, mais de règle générale, c'est apprécié. Dans certains autres pays, là, je me suis ramassé avec des équipes qui hochaient de la tête puis qui se demandaient pourquoi j'étais autant transparent dans certaines situations. Ah oui? Oui, absolument. Tu sais, quand on parle transparence au niveau des salaires, transparence sur pourquoi on prend les décisions, transparence sur pourquoi on s'en va par là, à droite plutôt qu'à gauche, là, dans certains pays, c'est pas naturel. OK. En 2025, je dirais que ça s'est beaucoup amélioré. Mais si on revient dans les années, là, dans 2010, c'était un tout autre monde quand même, là. Okay. Aujourd'hui, la technologie, les médias sociaux font en sorte que les jeunes Marocains, Marocaines ou Indonésiens, Indonésiennes nous ont rattrapés, là. Oui. Ouais. Puis, on le voit que pour bien effectuer un transfert d'organisation générationnelle, dans le sens que ça existe, il y a de la littérature, il y a des best practices, il y a des meilleures pratiques. Si on se sent seul dans ça, il faut s'ouvrir, discuter avec d'autres gens et justement des forums d'entrepreneurs, que ce soit le groupement des chefs, que ce soit YPO, que ce soit IO. C'est quand même des histoires qu'on entend très fréquemment. Est-ce que ton père est bien connaissant dans ce domaine-là quand vous commencez à faire le transfert générationnel? Parce que les meilleures transitions, moi, que j'ai entendues, les meilleures histoires de reprenariat, c'est ceux qui connaissaient le cadre, là, qui savaient déjà, en partant, que de mettre des systèmes de gouvernance où chaque discussion avait son propre forum ou des trucs comme ça. C'est là où ça performe le mieux. Est-ce que cette transition-là se fait sous ce joug-là, pour reprendre ton mot à toi? OK, non. Pas pour te relancer, mais je pense qu'il y avait presque aucune des meilleures pratiques qui a été suivie. Moi, je pense que la règle d'or dans une histoire de reprenariat réussi, c'est un repreneur qualifié et motivé et un entrepreneur sur son départ tout aussi motivé. Et je pense que pour en avoir vu plusieurs, les histoires de reprenariat familial où vraiment le papa ou la maman ou l'entrepreneur, c'est pas toujours des histoires familiales, veut jouer à la belle-mère trop longtemps, ça, c'est vraiment un facteur d'écueil incroyable. C'est vrai. Moi, j'ai été absolument chanceux. En 2008, mon père voulait vendre l'organisation. Oui, donc, il était déjà rendu au point où, pour lui, là, il était mûr pour tourner la page. Mais on s'est inquiété quand même, son entourage, parce qu'on s'est dit, ça fait 45 ans qu'il fait juste ça. Comment il va la vivre, lui, sa transition? Comment il va la vivre, lui, sa transition? Cette quête J'ai même pensé, quand tu m'as invité au podcast, une de mes idées, ça a été de dire, Judith, je vais venir avec mon père. Oh. Parce que comme transition de vie, là, pour moi, c'est autant il m'a inspiré comme entrepreneur, autant il a fait une transition de vie parfaite post-intensité directeur général du Collège La Salle. Premièrement, ça a presque été du jour au lendemain. Presque, hein? Je mets un bémol, là. Il a encore son bureau dans l'édifice. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue gouvernance, il y a eu un petit chevauchement. Donc, je me suis joint en 2008. Jusqu'en 2014, il y a eu un chevauchement. Il était président du conseil. On faisait les conseils ensemble. Il nous a regardé aller. En 2013, il m'a demandé de prendre la présidence et je lui ai dit, papa, je me sens pas prêt.
Puis j'ai dit, pour différentes raisons, là, je vais travailler sur ça. Faut que j'aille fait le feu à ma vie personnelle. Je reviens. Il y avait notamment, mais c'était surtout que j'appréciais d'être derrière le rideau. Il y avait encore des petits trucs qui me servaient bien. Mon père était sur la scène et moi, j'étais backstage à pouvoir... J'avais encore du travail à faire sur la business avant de prendre le rôle d'ambassadeur et de président. Mais une fois qu'il m'a laissé la présidence... Vraiment, il est passé à autre chose. Il s'est pleinement réinvesti avec toute l'intensité qu'on lui connaît en philanthropie. OK. Premièrement, il est allé apprendre le piano. Donc, il s'est installé un studio dans notre sous-sol. Puis, il jouait au piano 40 heures. Ben voyons donc. Avec un super coach mélomane. Là. Il s'est lancé là-dedans tête première. Et ensuite, il a pris son expertise d'entrepreneur pour coacher les artistes. D'abord en musique classique, ensuite chanteur, chanteuse d'opéra, et d'accompagner les artistes afin qu'ils puissent vivre de leur art. Oh, wow! Parce que ce soit en mode Judith, ou que ce soit en musique classique, ou que ce soit en théâtre, les artistes n'ont pas toujours cette fibre entrepreneuriale-là. Cette fibre business, oui. Puis un truc que mon père leur disait dès le départ, c'est arrêter de jouer gratuitement. Si un vous invite chez eux, pour de la visibilité, vous dites non. Vous demandez un cachet. Et il s'est vraiment comme développé une nouvelle vie depuis 2014, depuis 11 ans, comme philanthrope dans la culture. Oh, wow, j'adore. Ouais. Ben oui, je vais le noter dans ma liste d'invités parce que c'est d'utiliser son talent. Puis en plus, je trouve que c'est une cause très noble d'aider justement tous les artistes à se structurer, à comprendre les notions de base de business, je pense. Parce que ça tombe pas du ciel. Hein. Si t'aimes faire des tableaux, si t'aimes t'exprimer créativement. C'est pas pour plugger Collège La Salle, mais il était pas très loin de notre vision. Quand les jeunes viennent chez nous parce qu'ils veulent se développer une carrière en mode, c'est important pour nous qu'on leur inculque aussi certaines notions de base en business. Mais plus important que ça, l'artiste l'aura peut-être jamais complètement en lui parce que c'est l'artiste. Mais dans le même écosystème, il va rencontrer des partenaires potentiels. Donc, sous le même toit, on a les experts en commerce électronique, on a les experts en marketing, on forme les photographes, on forme les graphistes. Donc, l'artiste peut vraiment se développer tout l'écosystème dont il a besoin pour essentiellement avoir le succès mérité. Wow! Ouais. Ben, c'est un peu comme... Pub, ça, pour le... ouais? Ça fait une super de belle pub pour le Collège La Salle. Donc là, transition. Quand est-ce que tu te sens confortable dans ton rôle de président? Ça a pris combien de temps? Je me suis jamais senti confortable dans mon rôle de président. Ah, bon, d'accord. Parce que là, il y a comme le 2014-2019, là, où c'est mon premier plan stratégique comme président. Okay. Jeune président, un peu le syndrome de l'imposteur, là. Président à 30 ans, ça a l'air un peu bizarre devant les banquiers, devant les différentes parties prenantes. Donc, je me sens vraiment dans un premier cycle de présidence. Et rapidement, en 2020... Question avant que tu arrives là. Oui. Quand tu fais ce plan stratégique-là, donc c'est un plan stratégique 5 ans que tu fais à ton arrivée, est-ce que tu as ce désir quand même, est-ce que tu veux tout changer tout en même temps ou tu as cette notion-là de, ben on s'en va, on s'en allait là, on s'en va là. Donc, pour les gens qui sont à l'écoute, ce que j'ai fait, c'est là, puis après ça, j'ai fait là. À droite, à gauche. Non, mais ce que je démontrais, c'est 3 degrés de différence ou c'était 90 degrés, puis let's go? Non, je suis profondément reconnaissant de notre héritage. Notre logo, encore aujourd'hui, là, c'est celui qui a été dessiné par le fondateur, M. Jean-Paul Morin, avec notre cercle qui représente le monde, le rouge qui représente la fougue, la jeunesse et tout ça. Et je pense que ma présidence, comme 3e génération de gestionnaire, s'inscrit en pleine continuité avec la vision initiale du fondateur. Je sens pas, je me sens vraiment en continuité. Évidemment, une institution d'enseignement évolue avec les générations
et la société qu'elle Absolument. dessert. Ben oui. Tu sais, nous, on est un partenaire au Québec de la société québécoise. On doit répondre aux besoins en main-d'œuvre de ces entreprises. Donc, à l'époque, l'hôtellerie avec Air Canada et tout, c'était très fort. Après ça, il y a eu l'émergence. Montréal est encore une plaque tournante de la mode. Hein? Ça s'est transformé depuis des années, mais c'est encore une plaque tournante. Tu qualifierais Montréal de plaque tournante de la mode? Ben, c'est une place, évidemment, c'est une ville importante pour. C'est une des grandes villes mode dans le monde. Okay. Est-ce que c'est une plaque? Ça a été une plaque tournante. Aujourd'hui, je pense que c'est une grande ville Milan. importante. Pardon? Ah oui, bien, c'est ça. Milan, Paris, New York. Mais avec la grappe mode à Montréal, on a vraiment un tissu de grandes entreprises, moyennes entreprises et de petites entreprises au niveau de la mode qui est encore très vibrant, Judith. Il suffit de penser à La Vie en Rose, notamment avec François Roberge, Groupe Dynamite avec Andrew Lotfi, qui lui a quand même permis de déployer Royal Mount, notamment. Nous, Marie Saint-Pierre a étudié chez nous et elle a un super succès à l'international, notamment aux États-Unis. Pense à Roudsac. Fait que vraiment, moyenne, grande, petite entreprise. Marc-Antoine, je t'ai montré mon hoodie préféré en arrivant. Oui! Qui est davantage au niveau des créateurs de la relève. Marc-Antoine, qui est aussi enseignant chez nous. Donc oui, il y a un bel écosystème. Ah, mais OK, j'ai catché, c'est qui, Marc-Antoine? Ben ça oui. s'écrit tout comme dans un mot, là. C'est ça? Oui, c'est ça. M-R-K. Oui, OK, parfait. Ouais, c'est ça. Mais là, depuis une dizaine d'années, c'est nos formations en jeux vidéo qui ont vraiment pris leur envol. OK. Parce que Montréal s'établit comme plaque tournante, jeux vidéo, effets spéciaux. Bon, évidemment, là, dans les 2 dernières années, c'était un peu plus difficile. Oui, c'est ça. Et là, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui prend le relais. Donc, Montréal, ville importante au niveau de l'intelligence artificielle. Cette année, je vais peut-être te surprendre, mais on est là pour avoir des learnings. Oui. Un des programmes qui performe très bien, logistique du transport. Donc, dans tous les enjeux au niveau global présentement, les chaînes d'approvisionnement sont repensées et la jeunesse le comprend et s'inscrivent dans le programme de logistique du transport. Ah oui? Oui. Et il y a des débouchés là-dedans, absolument. Ah, wow! Quand vous entendez les projets pour le port de Montréal, pour le projet qui est si cher à Madame la ministre Joly au fédéral, à Contrecoeur, tout ce qui est logistique du transport va dans ce sens-là. Ah, génial. Wow. Ouais. OK. Justement, là, j'ai comme le goût de faire un petit aparté parce que on parle des programmes qui sont offerts. Vous parlez votre marché cible, en fait. Tu sais, mettons, y a-tu des gens de mon âge qui sont au collège? Absolument. Il y a des gens à tous les âges au Collège La Salle. OK. Ouais. Parce que justement, une des choses qu'on se disait hors d'onde, c'est que un de tes piliers, toi, dans ces quêtes de transition-là, ça a tout le temps été l'importance de l'éducation, de se former soi-même, les connaissances qu'on va chercher et tout et tout. Donc, mais en fait, je trouve ça très cool que vous fassiez quelque chose en intelligence artificielle. Je vais aller m'informer pour de vrai parce que j'ai comme l'impression que c'est un des outils qui va ouvrir le plus de portes à nos jeunes si on les forme bien en utilisant ces outils-là. Toi, tu leur parles Elle est comment la génération alpha? Fantastique, hein? J'en ai 2 à la maison. Ouais. 15 ans, pas tout à fait là encore. Là. Il est vraiment à la fin de Cette Z. génération alpha, c'est... Oh mon Dieu, c'est ceux qui ont présentement 13 ans, je te dirais. Là. 13 ans et moins présentement. OK. 13 Parce ans et que moins toi, en présentement. fait, ce qui est une particularité du marketing de Collège La Salle, c'est que l'audience que vous devez rejoindre Et présentement au secondaire. est présentement au secondaire. Exactement. Donc, vous devez Donc, commencer à leur parler. normalement, mon Arthur là, est en secondaire 4 maintenant, mais dès le secondaire 3, on essaye d'éveiller les jeunes sur les carrières prometteuses, les carrières d'avenir. Les jeunes au secondaire, souvent, ne savent pas dans quoi ils veulent se lancer. Ils sont pas toujours particulièrement motivés à l'école non plus. Ils se posent des questions. Est-ce que mon manque de motivation au secondaire va avoir un impact sur mon cheminement scolaire plus tard? Donc, premièrement, on visite 300 écoles secondaires par année. Hein? Notre équipe visite 300 écoles secondaires par année pour essayer d'avoir le plus de dialogue possible avec les jeunes et leurs parents et les conseillers en orientation. Premièrement, pour essentiellement dire que
ta performance dans tes cours au secondaire n'est pas nécessairement liée à ta performance dans un programme d'études au collégial. Il y a des exceptions, là. Je pense que si tu veux rentrer en médecine un peu plus tard, il y a des cours à suivre. Mais nous, on est vraiment plus sur de la formation technique au Collège La Salle. Donc, c'est franchement moins important. On est plus sur les aptitudes et la passion. Donc, ça, c'est ça. Et il y a beaucoup des carrières qui ont des très bons débouchés. Par exemple, les carrières en assurance. Aucun jeune en secondaire 3 se réveille souvent, là, sauf si papa ou maman est courtier, courtière, reconnaît les besoins dans le marché au niveau des jobs en assurance. En logistique du transport, souvent, il y a une espèce... Donc, on emmène les enseignants dans les écoles secondaires pour venir sensibiliser, puis vraiment éveiller, essayer d'allumer cette étincelle-là dans les yeux des jeunes. Mais comment sur on les allume un jeune... Carrière d'avenir. Moi, en fait, je serais curieuse, là, puis j'en ai eu 2 ados qui, justement, ont... j'en ai eu 2 dans le sens que je me suis séparée, donc je ne suis plus leur belle-mère. Mais la première vient de rentrer au cégep, là, mais justement, j'ai vu toutes ses amies l'année passée naviguer la période de... Ben, tu sais, parce que tu as les jeunes que c'est très clair ce qu'ils vont faire dans la vie. Là. Je vais être avocat, je vais être comptable, je vais être... bon. Et il y a toute cette gang-là qui... a absolument aucune idée de ce qu'ils vont faire. Moi, je me souviens à quel point moi, ça m'a amené un lot de stress total et j'ai pas du tout été outillée à ce moment-là pour comprendre c'était quoi les opportunités. Puis je me souviens de Judith en son R5. Tu sais, que finalement, j'ai fait, je vais aller en sciences humaines. J'imagine que tout le monde, c'est ça qu'ils font, sciences naturelles, sciences humaines. J'imagine que c'est ça que je vais faire. Et durant que je suis arrivée au cégep, ça a été, je m'identifie pas, je sais pas. Faire quelque chose comme, selon moi, le but... comme je savais pas pourquoi je faisais ça, j'avais pas le why, je me disais pas, je vais passer les 2 prochaines années de ma vie à m'éduquer et à faire des cours. Non, ça me venait pas. Et pour moi, j'ai tout le temps besoin d'être très proche de pourquoi je fais quelque chose. Ouais. Fait que je me souviens d'avoir été complètement désemparée. Est-ce que tu as les statistiques sûrement, mais combien de ces jeunes-là arrivent en son R5 et ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire de leur carrière? Ça doit être un bon 50%. J'irais avec ton guess est aussi bon que le mien. Là. J'ai pas cette statistique-là directement. Mais je dirais que c'est pas anormal d'arriver en secondaire 5 et pas savoir dans quoi tu t'en vas. Le cégep est fait pour ça. Dans le sens que le cégep est un des systèmes vraiment uniques dans le monde. Ça n'existe pas ailleurs. Hein? Le cégep, c'est une fierté québécoise, souvent de célébrer nos différences. Là. Ça n'existe pas ailleurs. C'est dans le fond la dernière année du secondaire, avec la première année d'université, là, un peu partout dans le monde. Et si déjà tu te rends au cégep en sciences humaines, c'est déjà un très bon pas. Moi, je m'inquiète davantage des jeunes qui ont même pas le goût ou qui ont peur d'aller au cégep. Parce que si déjà tu mets un pied dans le cégep, tu mets le pied dans un écosystème où tu vas rencontrer des amis, tu vas avoir du plaisir, tu vas participer à cégep en spectacle, tu vas peut-être réaliser dans ta première session que tu n'es pas dans le bon programme, mais c'est pas grave. En 2e session, tu as le droit de changer. Donc, de mettre les pieds au cégep, c'est déjà une méchante bonne première étape. Et moi, je dirais, le message que j'aurais pour les parents qui nous écoutent, c'est si votre fille ou votre fils est déjà aligné pour aller au cégep dans n'importe quel programme, juste laissez-le commencer sa session. Il va tomber dans un écosystème qui est vraiment enrichissant et laissez-le ensuite trouver son chemin là-dedans. Ça, c'est première chose. À ceux qui ne savent pas trop ou qui sont un peu réticents à se rendre au cégep, d'abord, il y a les conseillers en orientation dans les écoles secondaires. Hein, c'est des services qui sont assez disponibles. Sinon, il y a un organisme que nous adorons au Collège La Salle, Academos. OK. Academos, c'est une plateforme web où monsieur, madame, tout le monde, les professionnels peuvent être mentors. Donc, un de nos enseignants des angles de mode, on a plusieurs enseignants au Collège La Salle d'ailleurs qui sont sur cette plateforme-là. Et le jeune au secondaire peut dialoguer sur la plateforme numérique avec des experts dans différents domaines.
Donc, si tu sais pas si tu veux aller en hôtellerie ou en tourisme, parce que des fois, il y a des domaines qui sont connexes. Oui. Ou exemple, est-ce que tu veux aller travailler en éducation spécialisée ou en éducation à l'enfance? Pour un secondaire 3, un secondaire 4, bien comprendre la distinction, c'est pas évident. Oui, les conseillers en orientation, c'est bon, mais il y en a un dans une école, il y a 400 jeunes, c'est pas idéal. Moi, j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir Academos. Et sinon, après ça, il y a les visites d'écoles secondaires de la part des enseignants qui font le tour. Mais évidemment, Collège La Salle, quand on fait une visite d'école secondaire, on envoie 1 ou 2 profs. On n'envoie pas nos 400 la délégation profs. complète, c'est ça. Mais en fait... Ce que j'aime, parce que je voulais pas t'interrompre, mais ce qui est intéressant... je t'ai parlé des cégeps, puis à quel point c'est unique au Québec, puis à quel point on doit en être fier. Oui. Dans mon cœur, ce qui est encore plus extraordinaire au cégep, c'est les programmes techniques. Le DEC en gestion hôtelière. Le DEC en gestion hôtelière, c'est un DEC en gestion, mais qui est appliqué à la gestion hôtelière. Donc, tu apprends toutes tes bases transversales, donc tes compétences transversales. Donc, tu vas apprendre la comptabilité pour la gestion hôtelière, tu vas apprendre le marketing pour la gestion hôtelière. Tu apprends à gérer ton entreprise, mais avec des cas pratiques en gestion hôtelière. C'est pas tellement loin de notre programme en commercialisation de la mode. C'est un DEC, mais tous tes cas pratiques se font aligner sur des intérêts. Donc souvent, ce qui manque à l'école, c'est l'enracinement pratico-pratique. Mm-hmm. On apprend tous différemment. Donc là, tu rentres dans un cours de comptabilité, il n'y a pas un lien avec une industrie spécifique. Puis là, les jeunes décrochent conceptuellement. Ils ne suivent plus, il y a un manque d'intérêt. Les decks techniques, c'est absolument fabuleux parce que justement, c'est ancré dans une réalité. Il y a les stages en entreprise, il y a les conférenciers du domaine qui viennent. Puis, combien de nos finissants et finissantes en commercialisation de la mode, finalement, se trouvent un emploi dans un autre secteur d'activité? C'est pas important où ils terminent. Ils peuvent terminer dans une boîte de jeux, en marketing de jeux vidéo. Parce que les compétences sont transversales. Okay. Mais ton 3 ans au cégep, tu as appris à apprendre et tu es resté motivé tout au long de ton parcours. Et la stat que je connais par cœur, Judith, c'est que les jeunes qui terminent dans les temps au Collège La Salle est plus élevé d'au moins 20% que les jeunes qui graduent dans les temps dans le réseau des cégeps. Et oui, c'est un petit peu parce qu'on fait les choses différemment. Évidemment, je ne dirais pas l'inverse. Mais je pense que c'est surtout lié au fait qu'on offre principalement des programmes DEC techniques. Et c'est pas parce qu'on dit DEC technique que les jeunes ne peuvent pas continuer à l'université. Je t'ai dit tantôt, un jeune qui poursuit un DEC technique en informatique, je crois que c'est les étudiants préférés de l'ETS. Ah oui? Ils reconnaissent plusieurs crédits de la 3e année du parcours. On a vraiment un accord là, qui permet aux jeunes d'avoir plusieurs cours reconnus quand ils commencent leur parcours en génie à l'ETS, par exemple. OK. Oui. Là, tu dois avoir aidé pour les parents qui nous écoutent. D'ailleurs, j'en profite là, parce que là, c'était la rentrée pour les jeunes au secondaire la semaine dernière. Oui. Et puis, dès le mois d'octobre, je crois que les visites d'école débutent. Un peu plus tôt, je parlais de parents hélicoptères au niveau des jeunes de la génération Alpha. C'est vraiment une réalité. Judith, c'est tellement drôle. Autant je te parlais de mon père tantôt, puis on doit être un peu dans la même réalité. Mes parents sont pas venus avec moi à ma première journée de cégep. Non. J'aurais même pas apprécié ça. Aujourd'hui, ce que l'on remarque... Mais j'étais en appartement en secondaire 3, en secondaire 4, Tu vois, alors que une des grandes différences que l'on remarque, puis d'ailleurs, on fait la même chose, je te vois aller, on est tellement présent dans la vie de nos jeunes, on veut tellement les couver, les prendre par la main, on a du plaisir avec eux, hein? On dialogue avec eux comme si c'était presque des jeunes adultes.
mais on les accompagne beaucoup. Je pense qu'au niveau indépendance, on en a lâché un petit peu, là. Donc, toi, tu te prononces et tu clames haut et fort. Vos jeunes sont capables de se rendre tout seuls à leur première journée 100%. au cégep. Un de mes grands plaisirs de la vie, c'est arrivé la semaine passée, puis ça fait partie de l'héritage de mon père. La première journée des cours, le directeur général doit être devant la porte et souhaiter bonne rentrée à tous les jeunes qui arrivent. Oui. Puis pendant des années, on a seulement vu les jeunes arriver. Mais là, on rigolait cette année, on voyait les jeunes arriver avec les parents. Puis là, on a des guérites avec des cartes d'identité. Fait que je disais je rigolais avec mon équipe, puis je dis, c'est pas mal, au moins les parents ils vont être bloqués aux guérites parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Puis à un moment donné, je me retourne de bord, puis mon équipe de sécurité laissait passer les parents. Je dis, non, on doit arrêter les parents aux guérites. Parce que le cégep, c'est pas seulement ce que tu apprends d'un point de vue didactique, c'est vraiment l'émancipation totale au niveau de l'indépendance, de faire tes amis, puis les parents restent à la porte, hein, finalement. Mais parce qu'en fait, au cégep, c'est la première période de ta vie aussi où si tu vas pas à tes cours, il n'y a personne qui appelle tes parents, là. On n'appelle pas les parents. Vous leur envoyez un Je message vais dire texte. que moi, j'ai appris à foxer au cégep. Là. Oui, moi aussi. Ben Mais oui. c'est à cause de ça, moi, que Ben j'ai oui. lâché. Ben, écoute, Parce que là, moi, j'avais aucun sens de la responsabilité à cet âge-là. Tu me lâches là, ma mère n'est pas au courant. J'étais au collège André Grasset, à quelques coins de rue de Rockland. Les filles de deuxième année. Claude, on va magasiner. Parfait. Non, ça, c'est toute une réalité. Par contre, l'avantage, c'est un peu différent au Collège La Salle. On n'appellera pas tes parents, mais on a une promesse d'encadrement, justement. Donc, les présences sont prises dans chacun des cours. Et si tu manques plus que 2 cours dans ta session, on va te rencontrer et on va pas te laisser continuer si t'as pas... Et quand je te parlais tantôt là, que nos étudiants réussissent dans les temps, il y a un encadrement. On essaie d'être à mi-chemin entre le secondaire et le cégep public. On reconnaît que les jeunes apprennent différemment et on reconnaît que parfois, l'encadrement et la motivation est vraiment un facteur clé. Oui, quand même. On est capable de réconcilier le fait que si tu viens pas à tes cours, tes taux d'échec risquent d'être un peu plus importants. Et de toute façon, dans des formations techniques, là, il y a beaucoup, beaucoup d'heures de lab. Les jeunes restent sur campus, Judith, par passion. Tu sais, les jeunes en mode, là, ils essayent de rester jusqu'à minuit. Là, on les retrouve dans les labs parce que ils en mangent. Puis ils sont là plus que pas assez. Fait qu'on entend tout le temps la génération après dire « Ah, les jeunes, bon, ça veut plus travailler. » Puis on entend ça depuis depuis que le monde est monde. Oui. Notre nouvelle génération, Alpha, justement, c'est quoi ses grandes forces? Dans quoi elle excelle? Dans quoi tu... Mais je suis convaincu qu'ils sont prêts pour l'avenir. Tu sais, ils sont prêts pour l'avenir dans le sens que nous, on s'émeut que les nouvelles technologies d'intelligence artificielle vont révolutionner. Par contre, cette génération-là, c'est celle qui va un peu nous sauver parce qu'ils sont prêts à ça. Ils sont absolument habiles. Tu verras jamais, nos enfants font pas leur recherche Google par écrit, ils parlent déjà à leurs appareils et ils sont déjà projetés dans ils vivent déjà dans l'avenir. Ils vivent dans l'avenir au niveau de la technologie, mais ils vivent dans l'avenir aussi au niveau de leurs relations personnelles. Certains diront qu'ils sont vraiment derrière leurs écrans, mais il y a une réelle vie de communauté qui existe quand même à travers ça. Donc, les plateformes numériques, aujourd'hui, quand j'écoute... oui, mon Arthur peut être devant son écran, son PlayStation 5, mais il n'est pas isolé dans son... Il y a son monde virtuel et il y a ses vrais amis qu'il retrouve tant dans son monde physique que dans son monde virtuel. Parce qu'on voyage beaucoup, il arrive à garder le lien avec les jeunes qu'il a rencontrés, qui travaillent pour nos collègues, en fait, qui font partie de la famille de nos collègues à Barcelone, au Costa Rica. Donc, ils savent garder les liens également. On a touché tantôt, sans parler d'orientation sexuelle. Ils sont absolument fluides dans l'inclusivité. Ah oui. Ils sont inclusifs par nature. OK? Je m'implique beaucoup. Je m'implique du plus que je peux auprès du GRI. Le groupe de recherche d'intervention sociale.
Puis oui, il y a une recrudescence présentement dans les écoles secondaires au niveau des discussions difficiles, notamment au niveau de l'orientation de genre. Puis ça, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Puis ça, c'est une discussion importante. Mais quand on regarde l'inclusivité au niveau plus macro, je pense que la génération alpha qui s'en vient, les amis de mes enfants viennent à la maison, ils se posent pas de questions, là. Non. Ils ont Léa à la maison, qui a des parents angolais, puis les enfants interagissent de manière absolument fluide également. Donc, ils sont technologiques, ils sont inclusifs de nature, ils sont prêts. Par contre, ça vient... Là, tu m'as demandé de parler de leurs forces. Donc, j'ai parlé de leurs forces. D'accord. Mais l'élément qui me préoccupe le plus, c'est le niveau de leurs attentes. Leurs attentes sont du jamais vu par rapport à toutes les autres générations qu'on a vues jusqu'à maintenant. OK, qu'est-ce que tu veux dire? On a déjà vu ça aller maintenant, là, quand on parle, exemple, de notre génération. Nous, on est sortis de l'université, puis on voulait avoir une bonne job, bien payé, on aspirait à des rôles de gestion. Donc déjà, ça se préparait. Oui. Mais là, avec une génération alpha qui est digital first, qui sont nés avec leur iPad, là, notamment, on est sur des très hautes attentes en termes d'expérience client, d'instantanéité. Puis je pense que le mot-clé, c'est haute attente en termes d'instantanéité, là. S'ils font une demande d'admission à une université ou à un collège, ils s'attendent pas à recevoir leur réponse par la poste dans 2 mois. Ils s'attendent vraiment à avoir une réponse immédiatement. Quoi. C'est vrai, hein? Oui. Donc ça bouscule, notamment pour rester dans mon secteur d'activité, ça bouscule le processus d'admission et d'inscription. Tu sais, il y a ces attentes-là. Les attentes envers les enseignants aussi est complètement différente. Comment ils consomment l'information, donc comment ils se renseignent aujourd'hui sur les programmes offerts, sur les opportunités, bien, ils vont directement poser la question verbalement à ChatGPT. Oublie le moteur de recherche, là. Ça, c'est tellement 2012. Ouais. Donc oui, leurs attentes en termes d'instantanéité, et bien là, pense à nos enseignants, puis ça, aux enseignants à l'université, pense aux enseignants à cégep, mais aussi au secondaire. Comment tu interagis? Je pense que c'est plus facile dans notre cas parce que l'intelligence artificielle, oui, est imbriquée dans des technologies qu'on utilise, mais tout ce qui est très pratico-pratique comme la mode, puis le jeu vidéo, les métiers de la création, l'imagination, le savoir-faire, tu as un copilote, tu vas être enabled by AI, mais tu dois encore avoir l'artiste qui fait le travail. Mais évidemment, on le sait, dans les matières plus traditionnelles, tout est le savoir est grandement disponible. Absolument. Ouais. Tu as dit quelque chose que moi, je me tue à marteler ces temps-ci. Oui. Au Québec, je trouve qu'on a un retard technologique important concernant les moteurs où les gens vont chercher leur information présentement. Et là, moi, je suis une fan de marketing, particulièrement de marketing digital. J'ai tourné un épisode hier avec des experts GEO, donc comment faire du référencement, comment faire sortir ses produits et services sur ChatGPT, sur Claude, etc. Et ça, j'en parle souvent avec d'autres amis entrepreneurs. Je trouve ça aberrant à quel point je trouve que les gens se posent pas assez la question, ceux qui ont des business, ceux qui sont en marketing, comment justement ressortir sur ces plateformes-là. Parce que, justement, faire des recherches sur Google, moi, le nombre de recherches que je fais sur Google comparé à avant doit avoir diminué à l'heure actuelle de 75 %. Il me reste encore un 25 %. Ça ne sera pas long avant que je migre officiellement, tout dépendant de ce que Google va faire dans le futur. Oui. Mais quand même. Et
une anecdote que je veux quand même raconter, c'est que, bon, j'ai partagé, on est dans un groupe chat ensemble, où on est à peu près 200. J'ai partagé que j'avais des experts, puis pour moi, j'avais l'impression, quand j'ai rencontré ces deux jeunes-là, j'ai l'impression que j'avais trouvé la plus grande mine d'or, là, dans le sens que je me disais, moi, ça fait des mois que je me pose ces questions-là. Et j'ai fait un appel à tous. En fait, j'ai dit, ben moi, je les connais, ces jeunes-là, ceux qui les veulent. Ouais. Vous êtes 3 à m'avoir répondu. Donc, le ratio de transformation numérique, je trouve, dans ça. Puis, heureusement, tes jeunes, ben, on va les former là-dedans. Hein? Ben, on va les former là-dedans, Judith. Puis c'est pour ça que je me permets d'en parler comme entrepreneur de cette réalité-là, de la génération alpha. Premièrement, pour amener de la valeur aux parents de ces jeunes-là, pour leur dire, redécouvrez le Collège La Salle, ce qu'on a à vous offrir. Oui, on est dans le paysage depuis toujours, mais les jeunes peuvent venir étudier en français ou en anglais au Collège La Salle, dans leur deck technique, et on les prépare à ce futur-là. Mais à mes amis entrepreneurs, je leur dis, moi là, Collège La Salle, on est aux premières loges, justement, on est les premiers, on est en première ligne de l'ouragan, si tu veux. Donc, nous, on a vu nos chiffres être sous pression parce qu'on ne s'était pas encore adapté. Mais après ça, ces jeunes-là, une fois qu'ils ont passé au cégep, ils vont se chercher une voiture. Oui. Donc là, quand je pense à la famille Hébert, on pense à Norm. Ben, Norm, les jeunes passent chez nous en premier, mais ils s'en viennent chez toi après. Et combien d'autres entreprises dans notre tissu entrepreneurial au Québec doivent se préparer à la consommation de ces jeunes-là? Oui, puis ceux qui vont le faire le plus rapidement possible, ben, vont avoir un avantage concurrentiel, sûrement pendant plusieurs années quand même, parce qu'on bouge juste pas. C'est ce qui est le fun au Collège La Salle. On a les salles de classe qui permettent de développer le talent vraiment, puis en formant des étudiants puis des étudiantes qui vont être life ready. Puis de l'autre côté, on a vraiment LC Éducation, notre réseau international qui ressemble plus à une entreprise avec ses fonctions, dont le marketing, la finance et tout. Et on est aux premières loges aussi de voir quel talent on doit développer, en fait. Donc, il y a cet échange-là. Donc là, c'est vraiment l'organisation un peu plus entrepreneuriale qui est en mesure de spotter, d'identifier les carences en termes de formation, puis motiver nos enseignants à développer les cursus en conséquence. J'adore. T'es vraiment assis aux premières loges, justement, de tout, de ce qui se passe. J'ai envie de t'amener dans ton histoire, de te ramener dans ton histoire à toi. OK. Tantôt, puisqu'on a promis à nos auditeurs. Donc là, aujourd'hui, grosse poursuite du gouvernement, 30 millions, mais tout ceci commence quand? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, le premier point marquant, c'est une lettre que j'ai transmise au ministre Jolin Barrette en août 2021, donc ça fait officiellement 4 ans, au moment où il y avait des consultations sur le projet de loi 96, qui était une façon de revisiter la charte de la langue française. Donc, le gouvernement de la CAQ, évidemment, on connaît bien sa volonté de protéger le français, puis on supporte ça, là, on se parle dans une belle langue depuis le début de l'entretien. Mais à travers ce projet de loi-là, ils ont mis, le diable est dans les détails, dit-on, a mis certaines mesures qui viennent imposer des quotas aux institutions d'enseignement collégial seulement. Donc, combien d'étudiants on a le droit d'accueillir dans nos programmes en anglais? Jusque-là, pas vraiment de problème, Judith, parce que c'est la prérogative d'un gouvernement démocratiquement élu de faire à peu près ce qu'il veut, je pense. C'est sa prérogative. Mais nous, ce qu'on a fait valoir dès août 2021, c'est, Monsieur le ministre, avec tout respect, vous pouvez imposer les quotas que vous voulez, mais voici notre situation actuelle. Premièrement, on parle aux jeunes en secondaire 3, en secondaire 4, en secondaire 5. Donc, pendant 3 ans, on parle à des jeunes qui doivent choisir leur programme d'études. On signe des contrats avec ces familles-là. Comme on est un collège privé, c'est pas comme un cégep. Il y a la loi sur l'enseignement privé qui nous oblige de signer un contrat avec les familles. Et ensuite, ces jeunes-là embarquent avec nous pour une expérience qui va durer 3 ans. Donc, mathématiquement, là, dans le pire des cas, 3 ans à discuter, 3 ans de programme d'études, donc on est sur un 6 ans. Bon, ce qu'on a dit au gouvernement, c'est réalistement, on leur a pas demandé de 6 ans de transition, là, on sait qu'est-ce qu'on aurait eu comme réponse.
on a dit, donnez-nous 2 ans pour nous donner le temps de tourner le paquebot et de se réaligner complètement. Ça, même s'ils ne nous ont pas offert cette période de transition-là, on a quand même tourné le paquebot. OK. Hein? Donc, 2 ans plus tard, donc la première année, comme on l'avait dit en 2021, ils nous ont envoyé une facture de 10 millions de dollars pour avoir dépassé nos quotas d'à peu près 700 étudiants. Parce que vos chiffres, c'est quoi? C'est... Bien, on a 4500 étudiants au Collège La Salle, la moitié qui étudie en français, la moitié qui étudie en anglais. La moitié, c'est des Québécois nés au Québec. L'autre moitié, c'est des étudiants internationaux qui proviennent de 102 pays. Le plus proche compétiteur en accueille de 50 pays seulement. Donc, il y a une richesse, une diversité incroyable. Et là, ben, on s'est retrouvé avec 700 étudiants en trop dans nos programmes anglophones. C'est bête en maudit, Judith, parce que quand je dis qu'ils nous ont donné un quota, ils nous ont pas donné un quota, ils nous ont donné 2 quotas. Puis tantôt, tu te souviens, tu m'as dit, Claude, est-ce qu'il y a des gens de mon âge au Collège La Salle? Laisse-moi prendre un pas de recul. Au Collège La Salle, on offre 2 grandes familles de programmes. Pour nos jeunes qui arrivent du secondaire, on offre les diplômes d'études collégiales. Notre parcours, 2 à 3 ans, les jeunes sortent du secondaire, ils viennent faire leur collégial. Ça, c'est le diplôme d'études collégiales. Et ensuite, en formation continue, ce qui vise surtout les 25 à 34 ans, donc des moins jeunes qui veulent une reconversion de carrière. On parle beaucoup de reskilling, hein? Puis même là, avec les nouvelles technologies, je travaille dans un domaine depuis 12 ans, mais c'était pas ma carrière de rêve. J'aimerais ça être éducatrice à l'enfance parce que c'est ma nouvelle réalité. Je voudrais ouvrir un service de garde en milieu familial, par exemple. Donc, une mère de famille va venir étudier chez nous. C'est ce qu'on appelle la formation continue. Ça, le diplôme, c'est l'attestation d'études collégiales. Oui. OK? Bon. Je pense que ça vaut la peine de mettre la table. Quand le gouvernement a voulu établir les quotas, ils ont pris une photo sur combien chaque institution a d'étudiants au DEC et à AEC en 2019. Ça, c'est devenu l'année de référence. Ensuite, il y a eu la COVID. Et suite à la COVID, il y a eu l'opération main-d'œuvre promue par le ministre du Travail, Jean Boulet, et le premier ministre, François Legault. Et l'opération main-d'œuvre, c'était du reskilling. Hein? C'est on sort de la crise COVID, allez vous reformer dans des métiers de pointe et on demande aux Québécois et Québécoises de retourner sur les bancs des universités et des cégeps pour aller faire des AEC. On s'est mis à accueillir comme partenaire privilégié du gouvernement du Québec beaucoup plus d'étudiants AEC que de DEC. Donc, il y a eu une réconfiguration de notre population étudiante. La nouvelle loi est rentrée en vigueur. Tu te rappelles que la photo de référence, c'est 2019. Donc là, pour l'année 2023-2024, quand ils ont pris la photo, plus de 800 places disponibles encore au DEC, mais 716 en dépassement en AEC. OK, ouais. Et là, plaque une facture de 9,8 millions. L'année suivante... Attends un peu, juste une petite question. Quand tu reçois cette facture-là de 9,8 millions, comment elle se passe ta journée, cette journée-là? Je capote, Judith. Premièrement, j'envoie la lettre dans le groupe chat YPO immédiatement pour saisir tous les entrepreneurs de la province. Le gouvernement parle sur toutes les tribunes de l'importance de l'entrepreneuriat au Québec. Puis, il donne l'impression qu'il saupoudre de l'aide entrepreneuriale. Puis là, ça a quand même changé depuis certaines années, là, mais qui veulent que le tissu entrepreneurial au Québec fait partie de la richesse de la province. Puis là, moi, un soir, je reçois une facture de 9,8 millions pour une situation... Bien, premièrement, parce qu'on a été un bon partenaire dans l'opération main-d'œuvre, et deuxièmement, pour une situation sur laquelle j'essaie de dialoguer avec le gouvernement depuis 2021. Là, je te parle de juin 2024. Donc, c'est déjà 3 ans de tentatives de dialogue plus tard. Puis, le cabinet de la ministre est au courant, tout le monde est au courant, et c'est en toute connaissance de cause. C'est pas une erreur administrative, là.
Ils envoient la facture de 9,8 millions de dollars. OK? J'envoie ça à mon groupe chat. Immédiatement, je saisis le bureau du premier ministre. Donc, dès juin 2024, certains entrepreneurs influents de la province me contactent pour me dire « Claude, comment est-ce qu'on peut t'aider? » Certains contactent directement le bureau du premier ministre. Et finalement, le 29 juillet 2024, je suis forcé, parce qu'il y a 30 jours dans le droit administratif pour contester une décision ministérielle. Si tu attends 31 jours, tu ne peux plus contester. Donc, le 29 juillet 2024, je dois déposer une poursuite pour contester la décision ministérielle. Là, le cabinet du premier ministre est au courant. Je dépose une contestation juridique. J'engage un lobbyiste proche du bureau du premier ministre et on dépense en frais légaux, en frais de lobby, et on passe toute une autre année à essayer d'être entendu par le gouvernement du Québec. Puis là, finalement, le 30 juin 2025, je reçois une autre facture de 21,1 millions de dollars. Wow. Mais puis, mettons, durant cette année-là, tu as eu la chance de t'asseoir avec François Legault? Non. Ou même, tu n'as pas eu la chance de discuter avec lui? Jamais eu la chance. Non, on parle avec les gens de son cabinet. On parle avec les gens du cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur. Je rencontre... Est-ce que les gens sont sensibles à ta cause? Au niveau du gouvernement, non. Pour eux, c'est on applique la loi, c'est la loi. Oui, mais ils comprennent d'un côté que si tu dois payer cette facture-là, Collège La Salle n'existe plus. Là. C'est certain qu'ils le comprennent. Parce que qui a les moyens de payer une facture? Quelle organisation au Québec a les moyens de payer? Mais premièrement, Judith, en toute franchise, il y a des gens dans l'appareil gouvernemental qui se réjouissent que grâce à ça, Collège La Salle va disparaître. Parce que Collège La Salle, on l'utilise en exemple. On essaye de faire croire que Collège La Salle est un diplôme 1000. On essaie de faire croire que c'est une machine à étudiants internationaux. On essaie de faire croire qu'on est dans l'anglicisation du Québec. Alors que dans la vraie vie, là, si on prend un pas de recul, la moitié et plus des étudiants étudient en français. On a plus d'étudiants dans nos programmes francophones qu'à Brébeuf ou qu'à Grasset. On a roulé les chiffres l'autre jour dans la base de données. Non seulement on a toujours mis l'emphase que nos étudiants internationaux provenaient de 102 nationalités, mais quand on a creusé la base de données, ils viennent aussi de, je pense, 96 circonscriptions de la province, dont 81 de la CAQ. Donc, on a aussi une grande diversité. Les jeunes de tout le Québec viennent étudier la mode au Collège La Salle, viennent étudier les jeux vidéo au Collège La Salle. Donc, il y a vraiment... Donc, on essaie de nous dépeindre... Donc, il y a des gens qui sont fiers de vous mettre dans cette situation. Ah, il y a des gens... Oui, il y a absolument des humains qui sont sur le payroll du gouvernement du Québec qui se disent « bonne affaire ». Ils ont c'est vraiment une institution... Il y a des gens au gouvernement qui en veulent à McGill, qui en veulent à Concordia parce qu'ils participent à l'anglicisation du Québec. Puis je pense que c'est correct, là. Puis il y a des Québécois et Québécoises qui ont ce point de vue-là, puis c'est un point de vue qui s'entend, que nous ne partageons pas au Collège La Salle parce que on reconnaît que les étudiants qui viennent étudier chez nous entrent dans un écosystème où le français est prépondérant. Donc, c'est la meilleure place. Ils vont se faire un chum ou une blonde qui parle français. Dans la cafétéria, ça parle français. Ils vont participer à des projets où ils vont être ensemble. On leur fait vraiment une intégration culturelle totale. On les amène dans la ville de Québec. On les amène faire de la trip à Prévost. On les amène voir les matchs des Alouettes. Ils vivent une expérience immersive de la culture québécoise. Donc oui, il n'y a pas eu une grande sensibilité jusque-là du gouvernement du Québec parce que même si la ministre a fait le tour des médias récemment pour dire on est en mode solution, excusez-moi, si vous aviez voulu être en mode solution, on le saurait, on aurait peut-être eu la première facture de 8 millions, on n'aurait pas eu la deuxième de 21,1 millions. Et si le gouvernement était en mode solution, pourquoi en discute-t-on encore aujourd'hui?
Hein, c'est quand même une question. Moi, je dis souvent, il y a des gens qui parlent beaucoup, Judith, dans la vie, mais moi, je dis souvent, écoutez pas les paroles, regardez les gestes, regardez les faits, non? Donc, oui, c'est vraiment une tempête parfaite pour nous. Collège La Salle accueille cet automne 1000 étudiants en moins que l'automne dernier. Comme je t'ai dit, on a vu ça venir. Donc, ça crée déjà des mises à pied importantes en janvier dernier. Je rassure les parents, les étudiants, ceux qui sont assis là, dans les classes présentement ne voient pas la différence. Là. Il y a suffisamment de collègues pour offrir un service de grande qualité. Mais c'est particulier. Moi, j'ai été invité à un congrès l'année dernière du QG100, qui est un autre groupe. Donc, LCI Éducation est membre de QG100, le groupe des 100 plus grands exportateurs québécois. Et l'année dernière, quand je devais me rendre, puis quand j'ai vu qu'il y avait une ministre du gouvernement Legault qui allait être présente, j'ai signalé à l'organisme, je ne peux pas être présent. Parce que si j'entends la ministre réitérer sur la scène qui sont là pour faire briller les entreprises québécoises, qu'il faut développer nos marchés et qu'on doit réussir, c'est sûr que je bondis de ma chaise et je vais avoir le goût de lui dire ce que je pense, que LCI Éducation, depuis 1989, est présent dans 10 pays. Le 24 juin, la Fête nationale du Québec pour le Bureau du Québec à Barcelone, imagine, pour ajouter à l'insulte, ils nous ont demandé de la faire sur notre campus de Barcelone et on a accepté parce que l'équipe est fantastique là-bas. Mais on participe de belle manière, premièrement, économiquement. Là, l'impact du Collège La Salle sur le PIB du Québec, c'est l'équivalent de 2 grands prix. C'est 120 millions par année. Donc, si le premier ministre appelle Bernie Ecclestone à l'époque pour s'assurer que le Grand Prix va être là l'année prochaine, ben nous, juste l'impact économique, c'est 2 Grands Prix. Donc, je me serais attendu, oui, à avoir un appel de M. Legault et dire « Claude, j'ai entendu parler, là, je m'en occupe. » Tu peux un petit peu mieux dormir. Oui, exact. Mais là, il y a vraiment ça s'est vraiment pas passé. Puis d'ailleurs, c'est toujours pas réglé, la situation. J'ai dû envoyer une note au premier ministre il y a quelques semaines pour dire « Monsieur François Legault, Monsieur notre premier ministre, je dois accueillir mes enseignants la semaine prochaine. Qu'est-ce que je dois leur dire? Est-ce que je dois leur dire que les cours vont débuter ou est-ce que je dois leur dire que vous êtes intraitable sur la pénalité de 30 millions? » Là, Judith, là, pendant plusieurs jours, là, j'étais la saveur du mois au bureau du premier ministre. Tout le monde s'est affolé pendant 3 jours. Non, Claude, tu dois démarrer la session, c'est important, on a besoin du Collège La Salle. Présentement, il manque l'équivalent d'à peu près 5 cégeps au Québec à cause du boom démographique, donc on ne peut pas se permettre d'en perdre un en plus. Quand finalement on a levé les cours la première journée, on a eu la ministre Derry qui s'est pointée à Mario Dumont, qui est allé à Radio-Canada, qui est allé sur des tribunes médiatiques, mais là, mon numéro de téléphone cellulaire, il n'a jamais sonné. Donc, c'est vraiment une ministre, à ce moment-là, là, qui gérait ses communications, mais qui ne gérait pas l'action. Et c'est ça vraiment qu'on déplore. Mais d'avoir... Pardonne-moi, mais je trouve que c'est quand même un manque d'empathie flagrant, dans le sens que... Il y a un humain, il y a une équipe qui est derrière, il y a des gens qui se posent des questions, des parents, des étudiants. C'est pas une... Donc oui, de se présenter à Mario Dumont, d'accord, mais toi, ça te donne pas, même pas les outils pour toi te rassurer ta famille, rassurer... donc, c'est pour ça que je dis, tu peux gérer tes communications, mais d'un autre côté, dans tes parties prenantes que tu devrais gérer dans tes communications, peut-être informer aussi certaines personnes. Oui, il y a 4000 étudiants avec leurs familles respectives, il y a les 700 emplois au Québec, mais il y a tous les emplois dans les 10 autres collèges, dans les 10 autres pays où on opère. Il y a les partenaires financiers qui nous appellent chaque jour. Imagine les banques. Quand ils voient arriver, là, aujourd'hui, on a 30 millions d'impact sur le bilan, Judith. Le 8,8 millions de la première facture est venu augmenter le déficit de l'institution de 8,8 millions, est venu se poser au bilan comme 8,8 millions en créances.
Et là, le 21.1, nos états financiers sont dus pour le 31 octobre. Mais là, ça rajoute 21 millions au déficit de l'institution. Tu sais quoi? Est-ce que tes auditeurs doivent le déclarer? Tout à fait. Ah, mon Dieu. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne au gouvernement qui m'a rassuré qu'il comprenait c'est quoi un bilan et un état des résultats, Judith. C'est pas des blagues. J'ai eu une discussion à Québec avec le cabinet de la ministre Derry, puis ils m'ont dit, mais Claude, on comprend pas là, pourquoi tu t'affoles que la pénalité de 8,8 millions, on comprend pas pourquoi tu dis que ça peut vous mettre en faillite puis que ça peut mettre en jeu. Parce que là, un des trucs qu'ils ont offert l'année dernière, ça c'est public, je peux en parler, sur le 8,8 millions, ils ont dit, pas de problème, on va te laisser 5 années pour le payer. Ah, cool. Ah, cool. J'ai dit, mais ça change rien, les amis, à l'impact du 8,8 se loge à mon état des résultats. Et mon 8,8 millions est aussi au bilan et il scrape les ratios financiers que les banques regardent. Ben oui. Votre étalement, qu'il soit sur 5 ans, qu'il soit sur 30 ans, qu'il soit sur 200 ans, il y a peut-être un petit côté que je peux rassurer mes banquiers, mais ça règle en rien sur les états financiers. Donc là, et là, c'est un peu des chevreuils. Je te coupe 2 secondes Oui. parce que il y a peut-être des auditeurs Oui. qui ne comprennent pas cette nuance-là. Je suis d'accord. Est-ce que tu veux l'expliquer? C'est sûr que c'est davantage une notion comptable, puis je respecte ça. Moi, je pense que la gestion, c'est une profession, comme être dentiste, comme être docteur, parfois un peu galvaudée. Ça, je comprends. C'est ça. Mais pour le bénéfice de nos éditeurs, éduquons-les un peu. Tout à fait. Donc, dans le fond, à chaque année, un organisme ou une compagnie doit produire ses états financiers. Dans notre cas, à nous, qui doivent être vérifiés par des auditeurs. Vous entendez souvent Raymond Chabot, Grant Thornton, des KPMG, Ernst & Young. Et évidemment, on doit faire le bilan, donc premièrement, l'état des résultats, donc comptabiliser l'ensemble des entrées de fonds, des revenus qui ont été, donc dans notre cas à nous, les subventions reçues, les frais de scolarité reçus. Ensuite, des dépenses. Donc, notamment, là, nous, nos dépenses principales, les salaires aux enseignants, les salaires administratifs, le loyer, les charges marketing. Et là, quand le gouvernement ajoute une facture comme celle-là, ça vient directement à la dépense. Donc, si un collège La Salle opère en mode organisme à but non lucratif à Montréal, donc normalement, si on fait 70 millions de revenus, on a à peu près 70 millions de dépenses. Quand le gouvernement vient mettre une dépense de 8,8 millions, finalement, on doit imprimer un déficit de 8,8 millions de dollars qui doit être compensé par la réserve. Ça ne pousse pas dans les arbres, là, parce que ça n'a pas été équilibré par les revenus. Donc, on doit le prendre quelque part d'autre. On le prend en dessous du matelas, dans la réserve accumulée. Okay. Et à l'ardoise du bilan, au bilan, évidemment, on retrouve nos actifs. Mon Dieu, je me sens quasiment comme McQueen. Là, mais McSween, j'essaie pas de rivaliser avec toi, tu es excellent. Puis je te laisse faire ton travail. Mais évidemment, on va mettre tous les actifs. Donc, dans le cas du Collège La Salle, pas beaucoup d'actifs. Parce qu'on ne détient pas d'immobilier. Vraiment, ce que l'on détient, c'est le savoir-faire, donc notre expertise. Mais, puis, pas beaucoup de dettes non plus, bien franchement. Donc, un bilan qui est presque à zéro. Mais là, ce qu'on vient gréver, c'est qu'on vient ajouter une dette, un dû, un passif de 8 millions de dollars dans la première année. Ensuite, on viendra ajouter le 21 millions de dollars. Puis, les banquiers utilisent ça comme outil. Hein? Donc, pour analyser notre performance financière et voir si on peut rencontrer et si le modèle d'affaires est viable, ils vont calculer leur ratio, notamment d'endettement. Tu sais? Et nous, dans un cas précis, là, c'est que 8 millions de passifs sur à peu près 0 $ d'actifs, on sait que ça ne tient pas la route. Et le 8 millions sur le déficit, si tu as un surplus accumulé, nous, on est entré avec un surplus accumulé de 10 millions de dollars. Donc, le 8 millions, au pire, on peut s'en rejaser, mais là, après ça, on n'a plus de réserve. Mais là, rendu, fait que tu prends ton 10 millions de réserve, tu enlèves ton 8, et là, cette année, on doit absorber le 21. Là, on tombe en équité négative.
Et ben là, tu comprends que les problèmes sont d'une toute autre envergure. Oui. Puis te donner les auditeurs doivent, quand ils produisent les états financiers à chaque année, doivent, sur la première page, moi je l'ai vécu en première loge, témoigner. Témoigner que la pérennité de l'entreprise n'est pas mise à risque. Est pas mise à risque. Et quand elle l'est, à ce moment-là, sur la première page, ben, ça s'appelle je connais pas le terme en français, là, mais ça s'appelle un going concern. Et c'est tous les points que les auditeurs doivent mettre en garde, justement, les créanciers, les financiers, tout le monde qui est autour de la table, parce que tes états financiers, ben, tu dois les circuler à beaucoup de monde quand même. Oui. Ce qui nous distingue d'un cégep. Parce que le gouvernement, là, normalement, ses enfants, ses organismes, c'est les cégeps. Mm-hmm. Bien, le cégep, s'il fait un déficit à la fin, tout se reconsolide dans l'appareil gouvernemental. Mais un collège privé, comme Collège La Salle, comme Brébeuf, comme Grasset, est un organisme qui est indépendant et qui se repose sur ses partenaires financiers comme les Desjardins, les Banques Royales, les Banques nationales de ce monde, BMO, pour avoir les liquidités nécessaires. Et là, comme on aurait un enjeu de ratio financier, bien là, ça nous crée un enjeu de liquidité que l'on doit gérer. Et là, c'est du nouveau monde qui se rajoute à la table parce qu'après ça, tu fais partie des... Exactement. Comptes spéciaux. Exactement. Donc, là, ça, vous n'êtes pas rendu là, dans le sens que... Non, pas du tout. Là, on n'est pas encore rendu là. Ce qui est déplorable, c'est qu'on n'a pas encore... on espère que quelqu'un au gouvernement va poser les bonnes questions dans ce dossier, va amener la bonne expertise à la table pour vraiment bien comprendre que l'étalement qu'ils nous ont offert d'une trop grande pénalité, c'est pas une solution. L'étalement n'est pas la solution. La solution qu'on doit trouver, c'est une solution qui est respectueuse du cadre financier d'une institution à but non lucratif qui peut pas, qui peine. Là. On arrive à faire des surplus là, pour bâtir notre réserve, mais c'est de peine et de misère qu'on arrive à ça. Donc, ça a été toute une belle expérience de gestion. Et là, j'entends les gens qui se disent, oui, mais les subventions, eux, si... Ouais. Ben, te donner une idée, là, exemple... moi, je rigole beaucoup à dire qui subventionne qui. Est-ce que c'est le gouvernement du Québec qui subventionne le Collège La Salle ou c'est le Collège La Salle qui subventionne le gouvernement du Québec? Parce que sur 72 millions de revenus, on touche seulement 22 millions à peu près en subvention. Donc, il y a un 50 millions qui est vraiment des fonds auto-générés. Attache ta tuque, Judith, du 72 millions que l'on génère, ça génère pour le gouvernement des revenus gouvernementaux, d'abord de 20 millions de dollars. Parce que ça génère des revenus. Là. Nos employés payent des taxes. Après ça, quand les internationaux viennent, il y a des dépenses, il y a les dépenses de consommation. Donc, on génère, tu sais, des fois, tu vois ça, là, on donne une subvention à un festival parce qu'il génère des retombées économiques. Bien, Collège La Salle reçoit 22 millions de subventions, mais génère 20 millions de revenus gouvernementaux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tous nos internationaux sont zéro subventionnés. Donc ça, le gouvernement ne met pas une scène là-dedans. Pour les étudiants en formation continue, peu subventionnés. Et pour les étudiants du secondaire qui sont québécois, on reçoit 40 % de financement. OK? Si on reçoit 40 % de financement, ça veut dire que l'autre 60 % est payé par la famille. Ça veut dire que si demain matin, Collège La Salle n'existe plus, nos 2500 Québécois doivent se retrouver au cégep. Donc, on génère une économie au gouvernement équivalent plus ou moins à la subvention que l'on reçoit. Donc, si on reçoit 22 millions de subventions, on génère au moins minimum, hein, parce que, exemple, nous, on a notre propre immeuble, mais les cégeps, quand ils reçoivent leurs subventions, les cégeps, leurs immeubles sont dans le fond consolidés à Québec, donc ils ne doivent même pas régler leur loyer. Donc, on génère 20, 25, 30 millions d'économies nettes. Fait que j'ai fait un calcul rapide sur le 22 millions qu'on parle. On subventionne l'État québécois minimalement à 30 millions de dollars par année. On génère
au bas mot, comme je te dis, l'impact sur le PIB, c'est 120 millions par année. Mais en cash flow, au net, on subventionne l'État québécois à hauteur de 30 millions. Puis un étudiant, je sais pas si tu as le chiffre, mais un étudiant qui va au cégep dans le programme, qui va au cégep coûte combien par année au gouvernement? 14 000 $. Et donc là, si j'ai pris le 22 millions, je fais des calculs rapides, t'es 2 500, j'arrive à 8 800. Fait que c'est quand même, c'est ça, cette économie-là dont tu parles. Absolument, absolument. Donc, nous, on va obtenir à peu près 2 500, 3 000 $ de subventions par session, par étudiant. Donc, on est à 40 d'un 14 000 $ de coût au cégep. Bon. Bien là, je pense que économiquement, on a fait un portrait assez global pour qu'on puisse envoyer ça ensuite au gouvernement. Économiquement, mais j'ajouterais le volet social, Judith. Parce que tantôt, je te parlais d'encadrement. Il y a une raison. En affaires, on existe parce qu'on règle un problème. Collège La Salle n'existerait pas depuis 1959 s'il n'y avait pas une proposition de valeur aussi adéquate. Brébeuf, au collégial, c'est 2000 étudiants. Grasset, au collégial, c'est 2000 étudiants. Marianopolis, au collégial, c'est 2000 étudiants. Collège La Salle trône à 4500, 5000 étudiants à Montréal. Donc, c'est pas un accident de parcours. C'est à cause qu'il y a une proposition de valeur adéquate. On répond à un besoin de famille, de jeunes, et on arrive à graduer ces jeunes-là qui nous choisissent avec 20 points de pourcentage dans les temps. Donc, il y a une réelle proposition de valeur. Ce qui fait que quand je te parlais des programmes techniques uniques, quand je te parlais qu'on fait les choses différemment avec les technologies, quand je te parlais que nos groupes sont un peu plus petits puis qu'il y a davantage d'heures de disponibilité des enseignants avec les étudiants, et quand je te disais qu'on prend les présences dans tous les groupes pour fournir un encadrement peut-être nécessaire dans la moitié des cas, ben, je pense que les jeunes que l'on accueille sont des jeunes qui ne trouvent pas leur place dans les cégeps. Puis, je finis là-dessus, Judith, juste cette intervention-là. On sait aussi que les jeunes, une fois que se sont fait sortir du cégep, exemple, je ne sais pas c'est quoi les règles exactes, là, mais tu vas dans un premier cégep, puis tu échoues, tu manques ta session, tu as une deuxième chance. Tu n'as pas une troisième chance au cégep. Mais là, il faudrait regarder les règles exactes, là, mais conceptuellement, je suis à la bonne place. Nous, on offre cette troisième chance-là aux jeunes. Donc, il y a des jeunes qui ont 2 fall balls au cégep qui finalement arrivent chez nous. Puis ce qu'on fait d'extraordinaire, on les gradue. Combien de présidents et présidentes d'entreprises qui me connaissent m'appellent avec une mission? Claude, j'ai tout essayé avec mon jeune ou avec ma jeune. Quel conseil tu peux me donner? Je dis, envoie-nous-le. On va s'en occuper. Puis notre promesse, c'est qu'on va s'assurer qu'ils réussissent. Évidemment, le ou la jeune doit tenir son bout de la formule magique. Hein? Donc, il doit être présent au cours, puis il doit s'investir. Mais je te dirais qu'on n'a pas beaucoup de cas où on l'a manqué. Puis ça, c'est une invitation aux parents. Je sais que à avoir côtoyé tout le monde, même quand tu vis beaucoup de succès, tu te juges quand même au final par ta réussite à travers tes enfants. Tu peux gagner 3 millions par année, tu peux avoir une business qui vaut des milliards. Si tu n'es pas capable de t'assurer que ton enfant est sur les rails dans son projet pédagogique, ça te hante pendant des mois et des années. Puis ça touche tout le monde. C'est pas juste, je t'ai parlé, mais c'est juste pour donner le spectre complet là, comme parent. Oui. On veut que nos jeunes soient sur les rails. Absolument. Puis il y en a bien qui le savent que le cégep, c'est pas la place pour eux. Si quelqu'un tient vraiment mordicus à être médecin, c'est pas au Collège La Salle qu'il va s'épanouir. Okay? Si quelqu'un vise dur comme fer d'entrer à Harvard, oui, c'est à Marianopolis qu'il faut aller. Mais il y a tellement de jeunes
que leur place est au Collège La Salle. Puis ça, c'est une très grande fierté. Puis je rigole en regardant ton sourire, mais là, je me dis, OK, Claude, là, tu es en train de dévoiler toute ta passion pour ton métier. Mais c'est ça qui nous fait qu'on se réveille le matin. En fait, tu me donnes quasiment envie de pleurer. Ah! Ça me rend émotive, ce que tu me racontes. Parce que je trouve ça tellement beau, parce que justement, tu sais, l'angle que tu as apporté, parce que, puis, tu sais, tu as parlé, mettons, justement, tu peux faire 3 millions par année, puis si ton jeune réussit pas, ça te hante jour et nuit. Je trouve que l'exemple est bien choisi parce que, tu sais, ça veut pas dire que tu fais 3 millions par année que ton kid va bien réussir. Il y a peut-être une plus grande corrélation, mettons, que si tu es un parent toxicomane qui habite dans comme dans un demi-sous-sol quand il réussit à le garder, on est d'accord. Mais il y a quand même... c'est pas un gage de succès nécessairement, puis on apprend tous de différentes façons. Puis ouais, non, je trouve... Puis une des choses que je trouve passionnante, émouvante aussi, c'est justement ta passion. Comment tu la communiques? Cet amour-là pour les jeunes que tu as, qui est flagrant, cet amour-là pour l'éducation. Puis moi, je te dis, là, tu m'as quasiment convaincue dans le sens que... Puis pourquoi je dis quasiment? C'est parce que ça va être son choix à lui dans 6 ans. Oui. Mais en tout cas, on a fait une très bonne infopub aujourd'hui. Oui, mais je pense que tout le monde connaît le Collège La Salle, mais je pense que c'est un petit bijou, je me risquerais à dire fleuron, qui mérite d'être redécouvert par les parents d'aujourd'hui et dire que c'est vraiment une institution qui est prête à accueillir la prochaine génération, qui veulent étudier en français, qui veulent étudier en anglais. Comme je vous ai dit, pour les jeunes du secondaire, cette année, on avait 800 places disponibles en anglais. Oui, on était en dépassement important au niveau de la formation continue. Donc, il n'y a pas beaucoup de... En fait, présentement, nos programmes pour les adultes sont pas ouverts en anglais depuis plus de 18 mois. Et ça fait ruer dans les brancards, là. Il y a des gens qui nous approchent. Est-ce que vos programmes formation aux adultes en anglais sont disponibles? La réponse est non. Pour arriver à une pleine conformité à l'automne, en vue de cette loi-là, parce que je vous ai dit, cette loi-là, c'est la prérogative d'un gouvernement démocratiquement élu. Puis, dès le début, on a pris les gestes nécessaires pour être en pleine conformité. On avait besoin d'une période de transition de 2 ans pour purger un peu notre système de cohorte, mais on est en pleine conformité. Cette conformité-là a un prix. On a 1000 étudiants de moins aujourd'hui parce que depuis 24 mois, il y a un moratoire sur les programmes formation aux adultes. Mais nos programmes pour les jeunes qui sortent du secondaire, j'ai plus que 800 places en août prochain. Si les jeunes Québécois, francophones ou anglophones veulent étudier en anglais, dans le périmètre qui nous est offert par la loi, c'est absolument possible. Claude. On a-tu fait le tour? Je suis en amour avec tout. J'espère sincèrement que je vais pouvoir contribuer dans la mission de te faire entendre. Avec l'équipe, on va travailler très fort pour te faire les meilleurs extraits controversés en espérant que ça se rende sur le bureau du PM puis qu'on puisse livrer cet épisode-là aux bonnes personnes pour qu'ils puissent entendre ton cri du cœur. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à nos auditeurs, ou peu importe, je te laisse le mot de la fin. Tu me laisses le mot de la fin. Oui, là, on va passer à faire nos notes. On a tout passé à je pense que mon mot de la fin, Judith, là, c'est vraiment que je crois que l'éducation au sens large, parce que moi, je reviens à ton podcast. Oui. L'éducation au sens large est un levier puissant pour traverser les périodes de transition de vie. Puis on parle pas seulement d'éducation académique, mais aussi de celle qu'on se donne à soi-même, celle qu'on reçoit des autres et celle qu'on vit dans l'action. Puis je pense qu'un message pour tes auditeurs, là, c'est que parfois, oui, il faut ralentir, se reconnecter, créer des espaces comme je l'ai fait avec ma cabane à sucre pour retrouver du sens. Puis c'est ça la place de l'éducation dans nos vies. Merci beaucoup, Claude. Ce fut un immense plaisir. Tout le monde, je vous souhaite une belle semaine et je vous encourage fortement à partager cet épisode. Et si vous avez jamais des contacts au gouvernement ou peu importe,
aidons Claude, aidons le collège Collège La La Salle. Salle. Merci, Judith. Merci.